podcast en deux chaises et métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. On est à l'heure de Londres, mon cher. Hein? L'heure de Londres, c'est pas pour rien, hein? Avec qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben c'est ça. C'est tout est dans tout. Tout est voulu. Tout, hein. tout est dans tout. Ouais. Bonjour tout le monde! Bonjour Marco. Bonjour! À qui tu parles? On est juste deux. Ben, il y a du monde qui va l'écouter en différé après. Ah! Salut, en différé. Je ne connais pas. Chapat Aruzumech. Non, c'est pas en différé son nom. Là. Ah, c'est pas comme j'ai André Ferré. Andy Ouais, genre Andy Ferry. C'est l'intro de podcast la plus dégueulasse que j'ai vue de l'histoire. Ben non, c'est pas vrai. Ben là, non, elle était bien correcte. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait pas une autre biographie. L'impression que ça fait 2 jours que j'en ai fait une. Attends, veux-tu qu'on fasse de quoi avant que tu dises ça? Fais ta question, genre là. Fais ta question là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La biographie du British Bulldog! Ça, c'est le fun pour le monde en audio. Ouais, c'est parce que c'est comme un peu niaiseux de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand en arrière de nous autres, il y a le gros British Bulldog qui est là. Puis, ben, ça veut rien dire. Ça aurait pu être. Ouais. Je l'ai dit au monde en audio qu'il y avait le British Bulldog de nous autres. Il est là. Il aurait pas dû dire I'm fucked. J'imagine. Mais avant, évidemment, de faire la biographie du British Bulldog, on avait d'autres podcasts la semaine passée. Évidemment, Retro Review de SummerSlam 1996. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté ou qui pensent l'écouter, je vous le conseille, non seulement parce que le show est bon, mais le podcast en général est bon. On a donné toute une performance. Là. Bon, on était peut-être un peu fatigués, surtout moi, là. Mais c'est un bon podcast, un des bons qu'on a fait. Moi, je vous dirais, écoutez-les, mais la dernière heure, puis c'est tout. Pourquoi? Le reste, skippez tout ça. Le début, là, attendez qu'il reste 1 heure. Les 2 derniers matchs, regardez-les, mais le reste, vous pouvez skipper. Tu parles du show ou tu parles du podcast? Ah non, pas le podcast, bien sûr, le show. Là, j'étais comme... Non, le pay-per-view. Allez, regardez les pots complets, regardez juste la dernière heure, parce que qu'est-ce qu'il y a avant, ça vaut pas la peine. Bon, à ce temps que c'est dit. Regardez les pots. Fini. Ben, regardez la fin. C'est quand même les 2 matchs plus importants de la carte. Là. Le Ballroom Brawl de Mankind Taker, puis le Shawn contre Vader, avec Shawn qui est toujours aussi professionnel dans ses matchs. Oui, exact. Puis sinon, vous allez voir, une des rares fois que la note est quand même... on a un écart, quand même. Une bonne petite écart. C'est vrai. C'est rare, là. Habituellement, on dit tout le temps, on pense jamais pareil, mais on est à point quelque chose de la note. Là. Mais là, dans ce cas-là, non. Un pas bon à TV en arrière de moi. Hunter Stamsley. Mais ouais. On parle pas de ça aujourd'hui. On parle du British Bulldog. Évidemment, Davey Boy Smith, qui est probablement un des meilleurs talents bruts de sa génération. Un des meilleurs lutteurs à avoir foulé le ring. Pas mal brut, oui. Oui, on dit ça de bien du monde, mais... tu sais, Bulldog, pour vrai, s'il avait mis sa vie, s'il avait fait attention à lui dans sa vie personnelle, ça aurait pu être un des plus grands de tous les temps, selon moi, puis il aurait pu être World Champion. Est-ce qu'il aurait été World Champion, tu penses? Non? Non? Ben, t'es pas plus grand de tous les temps. Il était bon, mais il était pas genre... un des plus grands. Ouais, mais c'est vague, ça, un des plus grands. Là. Combien il y en a des plus grands dans ta tête après 500? Entre 2 et 3. 300, je pense. Pas 2 et 3 lutteurs. même là, je trouve que c'est beaucoup. En tout cas, peu importe. Ben oui. C'est pas dans le top 300? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons lutteurs. Hein? Il y a eu beaucoup de lutteurs dans le monde de la lutte. Là. Ouais. Aujourd'hui, tu compares avec aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui s'est rajouté depuis genre 20 ans. Là. Ouais, il y a ça. Peut-être. Mais, ouais, non. World Champion, je sais pas. Peut-être. Il y a un temps. Oui. Si Jinder Mahal peut l'être, British Bulldog aurait pu l'être aussi facilement. Ouais, mais là on parle d'une époque où ça valait la peine d'être champion. À cette heure, quasiment n'importe qui peut être World Champion, surtout quand tu as une deuxième belt. Tu sais, la belt de Cody puis Roman puis de Cena, peut-être pas, mais la belt de Raw, à cette heure. Si tu as le goût de donner un push à quelqu'un pour lui faire plaisir, tu lui donnes la belt. Ah oui, il pourrait facilement battre Gunther pour la belt. British Bulldog dans son prime. oui, effectivement. Mais je te trouve dur avec Bulldog. C'est un bon lutteur. Hein?
Non, il est bon, mais de là de dire qu'il aurait pu être un des meilleurs, un des plus grands ever, peut-être pas, là. Bulldog, les années 90, s'il est mindé, mettons, il est mindé à la Bret Hart, là. Oh, mais là, à Bret Hart, faut que tu sois spécial quand même, là. Je te parle pas de talent de Bret Hart, je te parle de mindé comme Bret, tu sais, qui veut vraiment Être faire que ça de sérieux, sa là. vie. Puis, oui, sérieux dans ce qu'il fait, là, tu sais. Oh, ouais, mais encore là, je trouve que top 200, je trouve ça beaucoup, là. Vous me direz votre opinion, mesdames, messieurs. Fait que t'es prête, évidemment. Tôt dans sa carrière, a commencé à s'entraîner à 13 ans seulement. Ben, je dis 13 ans, mais c'est tôt. Ouais, c'est tôt quand même, mais 13 ans, c'est Très tôt. respectable, je pense. Ben, c'est Non, respectable. 13 ans. non, je trouve ça très tôt, moi. Moi, en bas de 16 ans, je trouve ça très tôt, là. Ouais, j'avoue que t'as raison. Mais sur la supervision de. Ouais, j'avoue que Même encore 16 là, ans. il y a 13 ans, Colin, comme il tombe sur le coup, il se pète le cou à 13 ans. C'est pas correct, là. C'est pas. Ouais, puis c'est vrai que ton corps à 13 ans n'a pas fini d'être formé non plus. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est. Ouais. 16 borderline 15, peut-être fin quinzaine, début 16aine, peut-être à peu près, Ouais. je dirais. Comme le permis de conduire, à peu près. Genre. C'est encore 16 ans, le permis de conduire? Je te demande ça à toi. Je sais pas pourquoi je te demande Pas ça à ça à toi. moi, je sais pas. Entraîné par Ted Betley. Betley, ouais, c'est ça. Donc, à l'âge de 13 ans, il va aussi commencer des compétitions ITV World of Sports en 78, alors qu'il avait seulement 15 ans. Donc, vite dans sa carrière, de sa jeune vie, Bulldog était vraiment concentré sur l'aspect physique de la compétition. Puis son premier nom de lutteur, ça va être Young David. Puis son premier combat, ça va être contre Wonderboy Benny Wright, qui est Ah, l'oncle de Alex Wright de la WCW. Fait que ça, c'est un cool fact pareil, là. je pensais que t'allais dire Wonderboy Dan Donovan, ça a été malade. Ça serait arrêté fou, en esti. Et évidemment, avec son cousin Dynamite Kid, qui vont faire éventuellement la pluie et le beau temps. British Bulldog va faire le beau temps, puis Dynamite Kid va faire la pluie. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, oui. Et ils vont aller, dans le fond, ils vont lutter du côté de l'Angleterre, du UK. Puis ils vont être découverts par Bruce Hart éventuellement, qui lui va les ramener du côté du territoire de Stampede pour s'entraîner avec Stu Hart, puis pour être dans la promotion de Stu Hart puis de la Hart Foundation à l'époque, avant que Vince McMahon rachète la promotion. Stu Hart, c'était un des scouts là, du côté pour la Stampede Wrestling du côté du UK, donc c'est lui qui les a ramenés pour le donjon, donc c'est très intéressant de savoir ça. Et il va commencer une rivalité justement à Stampede avec Dynamite Kids au milieu des années 80, là, au début des années 80, 82 à peu près. Puis il va gagner le Stampede British Commonwealth Mid Heavyweight Champion. Un esti de long pour une ceinture quand même. Les jeux du Commonwealth, ça, c'est un. C'est la seule affaire. Tu t'en souviens, c'est le seul temps que j'ai entendu parler de ce nom-là, Commonwealth, à part. Mais Commonwealth, c'est pas genre un dérivé de Royaume-Uni, ça? Commonwealth, c'est pas ça? Mais non, c'était à Stampede. British Commonwealth, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais bref, fait que à ce moment-là, il va remporter le premier titre, il va remporter ce titre-là, puis il va avoir une rivalité, évidemment, qui va continuer avec Dynamite Kid, mais ça va se tourner aussi en three-way avec George Takano, donc lutteur que je ne connais pas, évidemment, lutteur japonais. Et ils vont aussi se battre pour la NWA Junior Heavyweight Title, donc en 1984, dans un tournoi d'un soir où ce que British Bulldog va perdre contre le Dynamite Kid dans ce combat-là par disqualification et par count-out, excusez. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que les deux vont aller du côté de New Japan à All Japan Pro Wrestling de Dynamite Kid et British Bulldog, où ils vont continuer leur rivalité là-bas.
Puis éventuellement, ils vont se mettre en équipe ensemble pour former l'équipe qu'on va connaître plus tard sous le nom des British Bulldogs. Puis ce qui est cool là-bas, c'est que il y avait eu un genre de tournoi où Bulldog avait perdu contre Dave Finlay pour le British Heavy Middleweight Championship. Donc, du côté de. C'était un tournoi au UK avant d'aller au Japon. Et c'est ça. Donc, quand même intéressant de voir que des noms qu'on connaît vont s'affronter plus tôt dans leur carrière. Puis ça, c'est toujours le fun. Là, quand je fais une bio, là, je regarde ça puis je me dis, tu sais, mettons, on voit ces lutteurs-là dans les années 2000. Là, quand tu remets à regarder leur histoire, tu sais, où ils ont commencé, ils se sont affrontés plein de fois. Même des dream matchs qu'on dit, ça serait cool, lui contre lui. Mais ils se sont déjà affrontés une dizaine de fois ces territoires avant. Là. Ça me fascine à chaque fois. C'est ce que j'aime le plus des bios, c'est de faire comme, OK, je connaissais le lutteur, mais dans le fond, je le connaissais pas tant que ça, là, parce que, évidemment, on était jeunes. Souvent, on n'était même pas nés non plus. Puis il n'y a pas vraiment de tape qu'on peut voir de ces années-là, vraiment, là, qu'on peut voir ces combats-là. Le Commonwealth, là, c'est comme genre la communauté, c'est genre une association volontaire de 56 pays indépendants, plus anciennement les colonies britanniques. Là, fait que je pense que c'est une affaire des Royaumes-Unis, genre un peu au British, là, sur le Commonwealth. Il n'y avait pas ça des Mighty Ducks, les jeux du Commonwealth aussi? Dans le film des Mighty Ducks, me semble, ou non? Ça se peut. J'ai pas vu Mighty Ducks tant de fois que ça, fait que je pourrais pas dire par cœur. Après que Vince McMahon achète le Stampede Wrestling de Calgary, c'est où ça? Bret Hart... Hein? C'est où ça, Calgary? En Alberta. Alberta, Canada. On va faire comme Landstorm. OK. Donc, à ce moment-là, Bret Hart et Jim Neidhart vont être emmenés du côté de la WWF, évidemment, qui étaient deux des meilleurs talents de la Stampede Wrestling. Et pendant ce temps-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont emmener aussi des British Bulldogs, mais Kid puis British Bulldog puis Davey Boy Smith, en fait, eux, ils vont continuer à faire des tournées avec la All Japan Pro Wrestling au même moment qu'ils faisaient qui luttait pour la WWF. Puis évidemment, à un moment donné, Vince McMahon va avoir les droits complets des British Bulldogs, là, donc pas séparés avec la All Japan Pro Wrestling parce qu'il fallait qu'ils finissent leur contrat. Puis ils vont aller full-time avec la WWF sous contrat, puis ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ils vont évidemment être managés par l'excellent Lou Albano, lui et son élastique, donc dans leur début. Et ce qui fait du sens, selon moi, pour mettre tout le monde à l'aise, puis vu qu'il y avait déjà une certaine chimie, ils vont faire une rivalité en début de carrière de WWF contre la Hart Foundation, évidemment, qui était Bret Hart et Jim Neidhart. Et leur plus grosse, avec cette rivalité-là, leur plus grosse rivalité va être contre le Dream Team, Greg Valentine et Bruce de Barber Beefcake, qui vont avoir un combat du côté de WrestleMania 2, le 7 avril 86, avec évidemment Albano et Ozzy Osbourne aussi, qui était de ce show-là. Donc, et les Bulldogs ont remporté les championnats contre le Dream Team, le championnat par équipe de la WWF. Donc, les British Bulldogs qui vont garder les ceintures pendant près de 9 mois par la suite. Et dans le fond, ils vont feuder contre le Dream Team, ils vont feuder contre Volkov, Iron Sheik. Et c'est la Hart Foundation qui vont reprendre les ceintures au British Bulldog en 87. Donc, c'est quand même très intéressant comme fact. Et au même moment aussi, les British Bulldogs, tu l'as montré sur les photos sur YouTube, vont avoir une mascotte en plus qui vont les suivre, Mathilda. Et là, non, je parle pas de la petite fille dans le film des années 90. Mais bien, tu savais, j'allais dire ça, hein? Ouais, m'excuse. Et bien du chien qui est devenu famous autant que le British Bulldog par la suite. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, qu'est-ce qu'un petit mot à dire sur Mathilda, qui n'était pas au Speech Hall of Fame, c'était pas le même chien. Hein. Non, ouf, ben là, c'est pas le même chien que ce chien de 1986-87 et il doit être décédé, ce chien-là. Là. Il aurait pu l'appeler Mathilda 2 pour faire une suite, non? Mathilde 2, tant qu'à ça. Oh, excellent jeu de mots.
Mais non, deux affaires que je veux dire rapidement. Le match de WrestleMania 2 contre le Dream Team avec Johnny V dans leur coin, il était écœurant, Ouais, Johnny V. C'est qui était ouais, écœurant. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, c'est le meilleur match de WrestleMania 2 là, à mon ouais, avis. oui, Là. Il n'y ouais, a, oui. il y a pas grand match qui a à côté ça côté work rate. Là. Puis l'affaire avec qui ont perdu les titres contre les Hart Foundation en 87, ben ça, Ouais, c'est à cause de Danny Davis, l'arbitre ouais, vendu, il a gagné. Puis c'est pour ça qu'après ça, il a fait une association avec eux autres. Là, de Danny Davis était avec la Hart Foundation. Là. Puis tu savais-tu que la Hart Foundation, là, oui, tout le monde parle de Bret Hart puis Jim Neidhart, mais la Hart Foundation, c'est le nom du groupe de Jimmy Hart. Fait que Honky Tonk Man était dans la Hart Foundation. ouais. Alors, tout le monde qui était avec Jimmy Hart dans la Hart Foundation, ben, c'est ça. Tout le monde là. Danny Davis est dans la Hart Foundation. Honky Tonk Man est dans la Hart Foundation. Valentine est dans la Hart Foundation. Fait que c'est quand même cool. Le monde pense, ben, Hart Foundation, c'est le nom de Jim Neidhart et Bret Hart. Mais non, c'est le Ouais. nom du groupe de Jimmy Hart qui était avec eux autres. Ouais, c'est un bon. Ben, ça, c'est un fact historique, mais tu sais, dans la Mhm. tête des gens, c'est parce que c'est les Oh, ouais. Hart, là. Fait que, Ouais, c'est tu vas pour dire ça ça à que quelqu'un c'est. de Hart Foundation, on va dire, ah, Bret Hart et Jim Neidhart, mais ils penseront pas que c'est genre Jimmy Hart, le manager, que c'est sa fondation à lui, dans le fond. Mhm. Fait que techniquement, dans le Donc, fond, les frères Rougeau, les fabuleux Rougeau étaient dans Hart Foundation, techniquement. ben oui, c'est vrai. Earthquake aussi. Tout le monde avec Jimmy Hart plus tard, techniquement, c'est dans Hart Foundation. Fait que c'est quand même cool quand tu y penses. Ouais. C'est le côté historien de la chose. T'avais d'écrire un livre, toi? Et boy, je pense pas, là. Faut savoir Non? écrire pour ça. C'est pas vrai. Faut pas... C'est pas vrai, je Non. laisse. Non, faut pas savoir écrire. Ok, on va laisser ça de même, là, parce que j'ai pas le goût de faire une tangent d'une demi-heure, là, mais let's go. Continue. On dirait que tu te sentais mal à l'aise tout d'un coup. Ben, je sais pas, ben, je sais pas. Il y a des affaires qui Tu, montent à la surface, là. tu savais pas où je m'en allais avec ça, hein? Ouais, j'aime mieux dans ça là mettre les breaks, puis Évidemment, ils vont avoir des rivalités contre les frères Rougeau, contre Demolition aussi. Et un gros match aussi qu'on va parler, je pense, prochainement. Non, c'est-tu 87 ou 88 qu'on fait cette année, Survivor Series? 87. Ah, ok, c'est pas l'année d'après, m'excuse. Ouais. L'année d'après, c'est un 10 contre 10 avec. Tu dois savoir tous les noms qui sont dans l'équipe. C'est donc, vas-y donc voir. Ben, il était actif. Ben, en 87, tu parles? 88. Le 88, 10, ben, je sais. quand ils ont gagné, les Blues Bulldogs, leur team ont gagné un 10 contre 10 Survivor Series Tag Team Match. Ben, ils étaient pas avec les frères Rougeau dans leur équipe, eux autres. Non, ils étaient à l'autre bord, les frères Rougeau. Ils étaient heal Ouais. dans ce temps-là. Mhm. Les Babyface, t'avais la Hart Foundation, t'avais les Bulldogs. Les Killery, c'était pas là, j'imagine, encore, non? Je sais pas. Toi qui le sais. Ouais. Ben, par cœur, ce show-là, je me rappelle pas tout, là. Je sais que l'autre bord, il y avait genre Demolition, les Conquistadors. L'autre bord, il y avait Powers of Pain, qui était Babyface. T'avais les Rougeaux, l'autre côté aussi. T'avais les Bolsheviks, puis pas mal ça, là, ces équipes-là. Là. Peut-être une couple, là, parce que c'est quand même 10 équipes, là, 5 de chaque bord. Là, fait que c'est quand même. C'est un beau visuel, par exemple, là, quand tu le regardes. Là, mais Les Baudelaire. les beaux de l'air. Ben oui. Moi, Non? checker voir les équipes de ça. Ah non, le Baudelaire, c'est des boys, ça. Je sais. Ok. Ok, check le team au complet, ça. On va voir si t'étais proche ou t'étais loin. Et au même moment. Je l'ai là, si tu veux. Là. Ah, ben vas-y. D'un bord, il y avait les Powers of Pain, les Rockers, les Bulldogs, l'Art Foundation, puis les Young Stallions. Mhm. Puis l'autre bord, il y avait Demolition, les Brainbusters, les Bolsheviks, les Rougeaux, puis les Conquistadors. J'ai juste nommé des teams qu'il y avait dedans, mais j'ai pas tout nommé les teams. Ok. C'est quand même bien. Ben oui, j'ai aucune honte. Parfait. Qu'est-ce que j'allais dire après? Ouais, c'est ça. J'ai comme perdu le fil un peu. Ouais, c'est ça. Évidemment, il y a la rivalité aussi contre les frères Rougeau qui a fait couler énormément d'encre, excusez pas d'angle, d'encre au courant des dernières années. Puis ça, c'est le fun parce que, tu sais, t'as comme des légendes urbaines par rapport à ce qui est arrivé avec les frères Rougeau. On sait que
dans le fond, c'est plus Dynamite Kid là, qui a eu des problèmes avec Jacques, puis que Jacques, apparemment, il aurait pété des dents, puis tout Ouais, ça. ben, il était débully un peu pas mal, les Bulldogs, là, surtout dans le Mike Ouais, Kid. Là. surtout Dynamite Kid, ouais, qui était, c'était Ouais. le cousin de Bulldog, mais l'autre le suivait parce que, tu sais, veut pas, c'était un Il était team. plus jeune aussi. Là. Exact. C'est ça. Il prenait un peu. C'est ça. Il prenait son bord, puis c'est correct. Là, c'est une équipe, c'est bien correct de même. Là. Mais pour vrai, c'était. Puis juste une petite parenthèse avant. Ah non, je vais le faire après. Okay. Raymond Rougeau en a parlé plein de fois là, de ces histoires-là avec le Bulldog. Puis tu sais, s'il y a une personne je pense qu'on doit croire Oh, oui. l'histoire, c'est Raymond. Là, lui, il va te dire les facts, puis il va le dire d'une façon. C'est clair qu'il n'aimait pas les Bulldogs. Il respectait leur talent, mais avec ce qui est arrivé, c'est dur d'aimer quelqu'un après ça. Mais Je pense Raymond, il dirait que le ciel est rouge, puis je le croirais. Fait que... non, mais pour vrai, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que t'as pas de bullshit. Lui, il dit ce qu'il a à dire, puis il va être le premier à dire qu'il a fait des erreurs ou que, mettons, il aurait fait ça différemment. Mais puis Raymond, il nous l'avait dit, puis il s'entraîne encore aujourd'hui, on l'a vu, il est encore en forme. Là. Il était fort, là, Raymond. Là. C'est un bon batailleur. Évidemment, les Bulldogs aussi, ils étaient très, très solides. Là. Tu sais, des fois, quand tu bullies du monde, tu parles à travers ton chapeau, mais eux autres, ils étaient capables de se défendre. Mais non, mais tu sais, livre il y a pour eu plein de... livre. Oui, exact. Fait qu'il y a eu plein d'histoires par rapport à ça. Tu sais, des oui-dire. Évidemment, si on écoute Jacques, ben c'est Jacques. Là, fait que, il va embellir souvent la vérité. Puis il y avait des affaires aussi, il y avait des pranks. Là. Apparemment, les Bulldogs prankaient souvent Jacques, puis tu disais de boulier, puis Jacques aimait pas ça. Puis c'est sûr que si c'est fait de faster, un prank c'est drôle, mais c'est quand c'est rendu que tu t'acharnes sur Ouais. quelqu'un, Un il prank faut que tu te violent, défendes. surtout. Là. C'est ça. Faut que tu te défendes, puis faut que tu prennes ta place dans un vestiaire plein d'ego. Là. Fait que, ouais, ça, c'est peut-être un œil au beurre noir un peu aux Bulldogs. Puis c'est plate parce que si ça n'avait pas été de ça, les Bulldogs auraient peut-être continué peut-être une run plus longue dans la WWF après. Là. Moi, pas tant parce que Bulldog, Dynamite Kid, son dos était scrap. Là, fait que, il aurait fallu qu'il parte sûrement no matter what. Là. Mais, Ouais. Mais, tu sais, plus dire, tu peux prendre un break puis revenir. Vas-y. Tantôt, tu parlais, Bulldog, s'il aurait été head straight, mettons, pour la carrière au complet, il aurait pas été dans le top 200, 300. Mais Dynamite Kid, je pense que oui, par exemple. S'il aurait été dans sa head straight, il aurait pas eu de blessure. Là, il était fucking bon dans le ring. Là. C'était un des meilleurs à l'époque. Tu le trouves meilleur que le Bulldog? Ben oui. Ouais. OK. J'ai pas vu assez de combats de Dynamite Kids mais ça va être quelque chose que va falloir que je regarde là, peut-être parce que. Ah, il est fort. Là. À Stampede, ses matchs étaient écœurants. Là. Puis même à la WWF aussi, quand il était avant qu'il avait de l'eau scrap ben, beaucoup. Là. Pour vrai, ce gars-là, c'était genre dans la même lignée que les Chris Benoit et les Kurt Angle. Là. OK. Je crois. On entend beaucoup parler. Moi, je l'entends plus parler pour ses frasques. Là. Oh, Mais, évidemment. tu sais, je veux dire, puis c'est ça. Mais bref, puis ça a quand même fait une longue histoire parce qu'il y a eu genre un genre de procès où il y avait des lawsuits, là, pas un procès, mais il y avait des lawsuits par rapport à cette histoire-là, là, évidemment. Puis il y a eu plein d'histoires, évidemment, Kurt Hennig Perfect qui disait que lui avait pranké les Rougeaux, mais que c'était à cause des Bulldogs. T'avais Honky Talkman aussi qui disait que c'était qui pleurait c'était Dynamite Kid qui pleurait après le lawsuit ou c'était Jacques Ça se là, peut. non, c'est Dynamite Ouais. Kid. Il disait que Dynamite Kid pleurait parce que c'est lui qui s'est fait knocker. Là. Mais tu sais, pour en prendre puis pour en laisser. Puis finalement, tu sais, les lawsuits ont été droppés. Puis par contre, les Bulldogs ont été obligés de quitter la WWF en 1988 à cause de toute cette saga autour des Rougeaux. Dommage parce que oui, le dos était scrap, mais je veux dire, il y aurait quand même eu façon de worker peut-être avec Dynamite Kid sans que ce soit lui dans le ring, mais en même temps, il aurait pu faire il était heel à ce moment-là. Non, il était face dans les Bulldogs. Fait qu'il aurait pu faire facilement le hot tag. Là. Tout le temps été face dans la WWF, les British Bulldogs en équipe. Tout le temps. Pourtant, moi, je trouve qu'il lookait plus heel. Non? Parce qu'ils sont musclés, genre. Ouais, puis ils sont flat un peu comme.
sont flat comme attire, ils viennent d'un autre pays aussi qui n'est pas des États-Unis. Fait que, je sais pas, ça fait heel, je trouve. C'est justement pour ça, je pense qu'il était babyface, là, parce qu'il était pas américain. Là. Ça devrait pas être le contraire, habituellement, non? Ben, peut-être pas dans ces années-là, quand même les années 80, là, c'est pas comme si on était aujourd'hui. Ouais. Et j'ai oublié de mentionner tantôt, mais pendant sa run en 84, dans le fond, pendant que le Bulldog était en pleine ascension puis que son succès commençait à se propager, il avait rencontré aussi, il s'est marié aussi avec Diana Hart, dans le fond, qui est devenue sa femme par la suite, de la famille Hart. Donc, qui a fait aussi son speech d'intronisation. On en reparlait tantôt de Wall of Fame quand il s'est fait introniser malheureusement trop tard. Mais c'est ça. Il vivait le rêve en vivant la pleine amour, évidemment, 2 enfants, dont un qu'on va connaître sous le nom de Davy Boy Smith Jr., une copie conforme. Là, quand tu dis, il peut pas dire que c'est pas son père, là, que le British Bulldog c'est pas son père. Là, c'est frappant comment il ressemble. C'est incroyable. Belle petite famille. Ils sont cute. Ouais, ils sont vraiment cute. Puis ça, c'est-tu la même chemise qu'il portait à SummerSlam 94? Je pense que oui, hein? Non? Et voilà. Et voilà. Ah ben. Est-ce que ça va me marquer? Ben, c'est un de mes matchs préférés à vie, là, fait que c'est sûr ouais, c'est bon. C'est sûr que ce souvenir-là est proche dans ma mémoire, là, mais bon. Après ça, évidemment, ils vont retourner du côté. Ils vont faire un 2 ans, de 88 à 90, ils vont faire un 2 ans All Japan Pro Wrestling. Donc, évidemment, ils sont déjà très connus sur le territoire, puis ça va leur permettre de retravailler en équipe. Et puis, il va y avoir d'autres personnes aussi contre qui vont se battre, dont Chris Benoit, t'en parlais tantôt, mais ils vont croiser le fer du côté de All Japan pendant ces années-là, avec Chris Benoit. Donc, ça va être intéressant. Et aussi, ils vont se battre contre des lutteurs. Une rivalité qu'il va y avoir pendant ces 2 années-là au Japon, c'est contre les Malenko, en fait. Joe et Dean Malenko. Fait que on en parle souvent au podcast surtout quand on fait des rétro-reviews de WCW, que Dean Malenko est un des meilleurs lutteurs techniques là, of all time. Je pense que lui, s'il n'avait pas été. Je pense que c'est sa grandeur qui le nuit. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que. Puis, Dean Malenko, pour moi, c'est Roderick Strong, c'est quasiment sa version. Malenko est meilleur que Strong, là, mais moi, il me fait beaucoup penser. Roderick Strong me fait beaucoup penser à Dean Malenko. Ouais, je peux voir, mais il me semble qu'il y a c'est plus high impact les moves de Roderick Strong là, que oui, c'est ça. Ouais, l'autre, il est plus technique, là, mais Strong serait capable de faire la même chose. Là. Bah oui, c'est sûr. Parce qu'il est excellent dans le ring. Moi, ça m'a toujours fait penser à ça. Et ils vont se battre aussi contre Kanta Kobashi et excusez-moi à le dire, Tsuyoshi Kikuchi et évidemment les Nasty Boys du côté du Japon. Fait que désolé pour le Japon, c'est pas ma tasse de thé. Fait que... Kisuke Shikushi puis Nasty Boys. Ouais, Kikuchi, Nasty Boys. pas le même épellation, mettons. Non. Les Bulldogs vont être ramenés du côté de la WWF en 1990, évidemment. Fait que, dans le fond... Le British Bulldog. Le British Bulldog, pas dans la mannequin. Le British Bulldog, qui va prendre évidemment le nom British Bulldog, qui était le nom de son équipe, mais il va revenir en single. Fait que ça va être, évidemment, son partenaire dans la mannequin, lui, il n'est pas revenu. Et le premier show que Bulldog a fait, puis ça, on va le dire à chaque fois qu'on fait un nom qu'on a rencontré, il va se battre contre Haku dans son premier match de retour. Donc, British Bulldog contre Haku, c'est un match pour hommes. Puis, comme si c'était pas assez, sa première victoire va être du côté de Superstar, ça va être contre Brooklyn Brawler. Donc, Haku et Brawler, on les a toutes faites dans la même journée, c'est fait. Exact. Après ça, il va avoir quand même une pas pire longue feud contre le Warlord. Fait que ça, niveau. Puis ça, là, on l'avait dit déjà, là, que le Warlord, là, on dirait que c'est un gars. C'est un miss pour la WWF parce que ça aurait pu être un World Champion, non? Non, il était pas assez bon pour ça. Tu penses? Ouais, il était pas assez bon, puis il était pas charismatique ben, fait que... Ça aurait pas pu être genre un Giant Gonzalez avec un bon manager? Non, je pense pas. Ben, Giant Gonzalez, ouais. c'est pas vraiment l'honneur d'être comparé à Giant Gonzalez, d'aucune façon, là. Mais... Ah, mais tu comprends mon point que c'est un big guy puis qu'il y a eu quand même un match contre contre Undertaker. Là.
Mais les big guys, il y en a beaucoup, là. C'était pas le seul non plus, là. Fait que de dire qu'il mériterait d'avoir ce push-là avant eux autres, je pense pas, là. Mais... OK. Ben, il était correct. Il était pas mauvais, Warlord, là. Puis en passant, c'est un autre aussi qu'on a vu, ça. C'est vrai, ça, je l'oublie, cette affaire-là, mais... Fait 3 gars back-to-back que tu nommes qui étaient contre Bulldog qu'on a rencontrés minimum 1 an. Wow. En 92, le Bulldog va avoir sa popularité va revenir à son paroxysme, alors que, surtout en UK, fait que la WWE va décider de runner un show qui va s'appeler SummerSlam Wembley Stadium. Puis évidemment, pour ceux qui connaissent le mythique Wembley Stadium, vous allez voir, on a fait des rétro-reviews, des shows de musique, les spectacles qui se font là-bas. AEW, qui est rendu quasiment leur maison pour leur WrestleMania, le All-In. Donc, évidemment, ils ont annoncé récemment que All-In 2026 retournait du côté de Wembley Stadium. Donc, moi, j'aime ça, là. Je trouve que je commence, puis tu sais, je sais, AEW a leurs défauts, là, mais je commence à leur donner le fait que le All-In, je le sens comme si c'était WrestleMania. Je suis fébrile, puis les 2 dernières années, j'ai été fébrile de regarder ce show-là, comme je l'étais quand je commençais à écouter WrestleMania. Fait que ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va me chercher à quelque part. Puis surtout pour un gars critique comme moi, toujours bon signe. Mais à la base, cette année, ils voulaient le faire encore. Ils voulaient le faire à London, le All-In, mais c'est pas disponible le temps qu'ils voulaient le faire. C'est pour ça qu'ils l'ont fait au Texas. Ben, de temps en temps, c'est pas mauvais de sortir aussi. Hein? Non, c'est sûr. Puis, avant que tu t'attailles avec le SummerSlam 92, là, il a quand même fait de quoi? Il a quand même fait une affaire ou deux que je vais nommer avant. Là. Il avait fait une feud avec Repo Man à la télévision, là, parce que Repo Man, à un moment donné, il l'avait genre étranglé avec sa corde. Là. Un peu pareil comme Hangman Page puis Moxley ont fait au pay-per-view. Là. Mais c'était quand même weird de voir ça de BBF en 80. Mais ça, c'est niché, là, comme, quand même. Là. Ben, si on parle du Bulldog, là, c'est quand même un peu que c'est normal que ça soit niché. Non, je sais, mais je parle de cette rivalité. C'est que t'es épais, quoi. Pas d'un petit. C'est décalé après. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais. Parce que ça me vient en tête, c'est l'affaire la même. C'est pour ça que je suis là. Ah ouais, ben, t'es là pour ça, toi, t'es un historien. Des affaires random, obscures que le monde ne se rappelle pas ou presque. Ben puis il y avait ça contre ça. Puis ça n'a pas donné grand-chose. Ça, c'était un petit peu avant qu'il y ait sa rivalité contre Bret Hart. Là. Contre Bret, ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis aussi, il avait fait un pay-per-view en Londres, en Angleterre, au Robert Albert Hall, qui était... on parle de Wembley Stadium, mais c'est une belle aréna, ça aussi. Ouais, c'en a un autre, ouais. Puis Bulldog avait gagné justement la Battle Royale de ce show-là, puis il avait eu un beau trophée. Puis pour vrai, c'était un bon show quand même à le regarder. Puis il avait battu Barbarian aussi plutôt dans la soirée, fait qu'il a quand même fait une grosse journée. Puis tu veux-tu savoir qui était dans la Battle Royale pour le fun? De Londres? Ouais. Ouais, vas-y. C'est le Battle Royale de 20 lutteurs. Là, c'est en ordre d'élimination, fait qu'il y a peut-être des lutteurs plus gros qui vont sortir par après, mais Hercule, Texas Tornado, Brian Knobbs, Marty Jannetty, The Barbarian, Tito Santana, Road Warrior Hawk, Jerry Sags, Shawn Michaels, Earthquake, Jim Duggan, Ric Flair, Paul Roma, Animal, Undertaker, Piper, Big Boss Man, The Mountie, et le dernier à se faire éliminer par le Bulldog, Typhoon. Quand même, hein? Ouais, on avait parlé, je pense, il me semble, Jacques, de ça, de ce show-là. Là. Il me semble que j'ai entendu dire à un moment donné comment c'était cool là-bas. Ça se peut. Ouais. C'était belle place. Belle place. Ouais, ben, tu sais, c'est une des places que j'aimerais visiter un jour, mais bon. Londres, ouais. Pour ça, il faudrait que je prenne l'avion, puis... En tout cas, oublie pas, important. Si tu prends l'avion, échappe-la pas. C'est tout? Ben oui, j'ai fini. Il n'y a pas de laugh track en arrière, là. Okay. Moi, je l'arrange au montage. C'est tout, là? Ben oui, tu peux continuer. J'écoute. OK, parfait. Évidemment, on parle de Wembley Stadium puis de SummerSlam 92, un combat que Bret Hart et Bulldogs avaient préparé parce que c'était un gros happening pour la WWF. Puis évidemment, Bret, c'était le champion intercontinental à l'époque. Qui avait battu Bret pour être le champion intercontinental avant ce combat-là? Qui Bret avait battu pour être le champion? Ouais. Il avait battu Piper sur Mania 7. OK, parfait. Sur Mania 8. 8, ouais, 8.
Le fameux match où il y a eu du sang puis que c'était pas supposé puis qu'ils ont fait semblant que c'était pas prévu. Là. Ouais, puis c'est après ça, Flair a eu du sang dans son match puis s'est fait chicaner. Tu vois, j'ai plus de mémoire quand on en a parlé au podcast que quand je l'ai déjà écouté puis que on dirait que les C'est facts, normal. c'est normal aussi. Là, C'est j'en plus parle. récent quand on en parle, c'est plus récent que quand tu le regardes dans le temps aussi, c'est normal, là, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis des fois, je le répète juste pour me dire, la prochaine fois qu'on va en parler, je vais m'en souvenir. Ouais. Puis ce qui est intéressant là-dedans aussi dans la rivalité Bulldog contre Bret Hart, c'est qu'à la base, c'était pas à Wembley Stadium, le SummerSlam 92. Au Non. départ, c'était à Washington, D.C. Puis Mm-hmm. ça aurait été à Washington, D.C., ça aurait pas été Bulldog contre Bret, ça aurait été Shawn contre Bret Hart dans un ladder match. Fait que c'est quand même fou quand tu y penses que on est pas supposé d'avoir le ladder match première fois pay-per-view avec Bret contre Shawn, pas Razor contre Shawn à WrestleMania 10. C'est quand même drôle quand tu y penses, là. Puis non, ça fait que c'est pour ça que quand ils ont annoncé que c'était à Wembley, c'est là que Bret a dit à Vince, ben pourquoi je ne reprends pas à Belt au Bulldog, c'est son patelin, son hometown, pourquoi pas. Puis c'est là que l'idée a commencé de faire cette rivalité-là, parce que, comme je disais au départ, c'était Shawn contre Bret. Là. Ça aurait arrivé aux États-Unis, ça aurait été Shawn contre Bret. Ouais. Puis ça fait du sens aussi que, vu que c'était à Londres, ça fait du sens d'avoir. Puis le Bulldog, il redevenait populaire. Puis quand il était là-bas, bien évidemment, ça attirait du monde. Puis ça marche, là. C'est un market pour lui. Puis il était connu là-bas. Puis tant mieux. Puis ça fait du sens aussi de le faire gagner. Ça fait un feel good moment aussi. Puis tu sais, on sait que le match va être bon contre Brett. Puis tu sais, on dira ce qu'on veut, là, mais tu sais, Brett, il voulait pas perdre la ceinture au Canada dans le temps avec Shawn Michaels. C'était ça le big deal. En tout cas, c'est ce qu'il disait, là, c'est ce qu'il voulait pas perdre au Canada, mais. Mais c'est parce qu'il voulait pas perdre contre Shawn, je pense qu'il y a d'autres choses. Ouais, aussi. Mais je comprends, oui, que le fait d'être dans ton hometown, tu sais, souvent à WWE, ils vont faire le contraire. Les autres, quand ils sont dans leur hometown, ils vont se faire bullier puis ils vont perdre. Tout, mais tu sais, SummerSlam 92, je pense que pas tout le temps, parce que si ça arriverait à tous les années, à un moment donné, à chaque année, il y a quelqu'un dans son hometown qui gagne quelque chose, ou la belt, ou un gros moment, à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est beau, là. Mm-hmm. Mais une fois de temps en temps, un gros événement comme ça, puis un gars comme Bulldog, pas qu'il avait, tu sais, il était champion par équipe avant, c'était un tag team wrestler, il revient, puis là, il se bat contre Brett, puis il le bat pour Intercontinental, c'est un big deal, puis pour la suite, ça aurait pu être quelque chose qui fait exploser sa carrière, s'il n'y avait pas eu tout ce je vais parler dans pas long, puis qui s'en vient, là. Mais c'est une victoire importante là, pour le Bulldog, parce que je pense que si Bulldog ne gagne pas ce combat-là, je veux dire, ça l'a quand même mis sur la map, là, ce combat-là. C'est le combat qui l'a mis sur la map pour après, puis pour dire qu'aujourd'hui, on ferait une biographie sur British Bulldog, là, mettons. Hein. Ben, tu dis, s'il n'aurait pas gagné, je pense que c'est le but, c'est qu'il gagnait no matter what. Là. C'était pour ça qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça parce que. Ils n'ont pas fait ça pour qu'ils perdent un match au Wembley. Là. C'était exprès pour ça. Là, fait que... Puis lui aussi, il voulait que Brett aille pour la title picture. Fait que c'est normal aussi. Là. Ouais. Puis évidemment aussi, c'est que la soirée d'avant, la journée d'avant, Bulldog puis Neidhart, Jim Neidhart, Bulldog qui commençait à avoir les mauvais prix de son ancien partenaire dans la Dynamite Kids avec la boisson puis la drogue. Fait que avec Neidhart aussi qui était reconnu pour faire le party avec le Bulldog. Donc ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé une couple de fois avant. Puis évidemment, Brett puis Bulldog avaient préparé le combat au complet. Puis je vais te laisser compter le reste là, parce que tu l'as déjà compté souvent. Fait que tu es déjà à l'aise avec ça. Là, mais ça a failli mal virer ce combat-là. Ouais. Mais ça a l'air que c'était pas tant la veille, c'était la journée même, là, dans l'après-midi. Là. Parce que Brett avait dit qu'il avait préparé le match le matin, genre, en arrivant là-bas. Puis qu'après ça, il n'a pas trouvé Bulldog pendant genre un bon 3-4 heures après ça. Là. Ça a l'air qu'il cherchait pis tout, whatever. Puis ça, dans le match, il avait tout c'était le match de A à Z. Puis rendu là au début du match, Bret Hart, il grab un headlock. Puis là, le Bulldog, il dit « I'm fucked ». Le Bret, après ça, Bret, il dit « Ben là, comment ça t'es fucked? J'ai tout oublié. » Là, il dit « Ok, c'est bon, mais je vais te guider avec qu'est-ce qu'on fait pis tout. » Fait que c'est quand même weird, pareil, que t'as un match préparé. Mettons, t'aurais un match contre quelqu'un de préparé dans Indy. Puis il t'arrive au début du match. Je me rappelle plus de rien. Fuck all. Ça va être tabarnak, tu me niaises. Puis tu sais. Déjà que toi, t'es stressé déjà parce qu'il faut que tu te rappelles de tout. Si l'autre personne l'oublie, en plus, oublie ça. Moi, je serais genre tabarnak, tu me niaises, Carlis.
Puis tu sais, il faut être bon aussi pour. Aussi. Tu sais, Bret Hart, là, tu sais, c'est un gars. Tu sais, des fois, on pourrait dire ce qu'on veut de Bret Hart, là, mais dans le ring, je m'excuse, là, mais c'est un gars confiant. Des fois, la confiance, c'est bon ou c'est pas bon, mais lui, il était confiant en ses moyens. Puis je pense que dans le ring, il aurait pu arriver quasiment n'importe quoi. Puis dans le ring, puis Bret aurait pu se repérer sur un dissous là, facilement. Là. Fait que ça, c'est une belle qualité pour un lutteur. Puis bref, ben pour quelqu'un en général, là, de se retourner sur une scène sans avoir de stress, c'est pas facile. Puis, ben moi, j'avais lu qu'avec Bret, il prenait ça au sérieux, ce combat-là. Là, pour le Bulldog, il voulait vraiment il voulait l'aider. Évidemment, il est dans la famille. Tout au sérieux, là? Non, je sais, mais pour lui, pour le Bulldog, il voulait vraiment que ça sorte bien. Là, Bret, no matter what, sa carrière était déjà set, puis on s'en allait devant. Là. Mais pour Bulldog, c'était important pour lui, puis il est dans la famille. Fait que c'est sûr que c'est un gars de famille, Bret, là, fait que c'est sûr qu'il voulait absolument faire ça. Mais écoute, par contre, malgré que Bulldog était scrap, un des meilleurs combats de l'histoire de la lutte, là, honnêtement. Je sais pas où le classer, mais souvent, quand on parle des meilleurs combats, ce combat-là revient. Évidemment, Wembley, plus de 80 000 personnes. Premier championnat single du Bulldog intercontinental à WWF. Vraiment, c'était. On l'a fait, là, en rétro-review, allez le voir sur nos plateformes. Là. Puis écoutez-le, parce que quand vous écoutez un show Wembley, ça look, c'est l'ambiance, c'est plus grand que nature, le visuel est beau, puis vous pouvez apprécier tout ce que Bret a, en sachant tout ce qui s'est passé avec le Bulldog, apprécier comment Bret l'a pris sous son aile dans ce combat-là, puis tu sais, Bulldog aussi, là, je veux dire, il a quand même fait le combat, là, ça se fait pas tout seul, là. Il était capable de suivre pareil, là. Il y a tout tango qui disent. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un talent indéniable dans le sens que tu sais, d'être scrap, de pas te rappeler de rien puis de faire un combat de même contre Bret. Bret est bon, mais Bulldog, il faut qu'il soit bon aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Ben oui, il faut que tu sois capable de suivre aussi. Là. Ça existe le fameux match contre le ballet, là, mais il faut que des fois, tu peux pas faire le ballet. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, très, très bonne nouvelle pour British Bulldog. Par contre, British Bulldog va reperdre sa ceinture intercontinentale pas très longtemps après, en novembre, au Saturday Night's Main Event, contre nul autre que le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Le gars qui devait à la base gagner à SummerSlam aux États-Unis. Fait qu'ils ils sont rendus où ce qu'ils voulaient pareil. Fait que... Ben c'est ça. Puis ça a fait un feel-good moment. Ça a aidé le Bulldog. Puis tu redonnes la chambre, puis on repart où ce qu'on voulait être. Puis tout le monde est content. Tout le monde a eu son ananas là-dedans. Là, après ça, Bulldog, c'était il partait après. Je sais pas si tu as sûrement la raison pourquoi après dans ton... Ben évidemment, le 92, c'était aussi le scandale des stéroïdes. Avec Bulldog, il y avait Ultimate Warrior aussi qui avait reçu des... c'était quoi? C'était des... illegal... Ben, c'est pas genre l'anabolisant. Ouais, c'est ça. Puis il avait été fourni en stéroïdes de façon illégale. Je pense que c'était pas légal de toute façon. Fait que lui, Warrior, c'était une des raisons pourquoi ils ont quitté... ben Warrior avait quitté la WWF au même moment, hein, je pense. Je me trompe pas. Mais ils sont fait Hogan aussi qui était distrait, là. Ouais, mais ils sont fait mettre dehors plus que d'autres choses, les autres. Là. Ils sont pas partis parce qu'ils voulaient partir. Là, parce qu'à cause des scandales de stéroïdes. Là. Ouais, ils ont été releasés, c'est ça. Exact. Donc, stéroïdes et des trucs d'hormones. Évidemment, le gros scandale des stéroïdes qui a fait... C'est exactement ça, c'est le Human Growth Hormone, du HGH. Ah, ok, parfait. Bon, ben, parfait. Merci, docteur Holiday. De rien, fait plaisir. D'accord. Fait que c'est plate parce que, tu sais, je veux dire, je trouve que ça arrive à un méchant mauvais moment pour la carrière du Bulldog, là, tu sais, qui était en pleine ascension, il vient de connaître son meilleur moment. Le match contre Shawn n'était pas si mauvais que ça, me semble, dans mes souvenirs, non? C'était correct. C'est correct? C'était pas Bret, mais... Correct. Ouais. Non, c'était bon, mais c'était pas genre, oh shit, wow, allez le regarder tout de suite. Ça doit être quand même plus... Bon, on parlait tantôt, tu viens de dire que le Bulldog, quand il avait battu Bret, c'était la première single title, ben c'est la même chose pour Shawn, fait que ça reste historique pour ces raisons-là aussi. Là. Bon, le premier titre en single de Shawn Michaels à WWF, fait que... Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Puis Bret est monté dans le Main Event Picture avant Shawn, de toute façon. Hein. Ouais,
Puis en plus, quand je check ça après par la suite, en 92 Survivor Series, le main event, c'est Bret Hart contre Shawn Michaels. Fait que ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient depuis le début. D'avoir Bret contre Shawn pour la. Ça, c'est pas le titre intercontinental, il l'avait plus parce que c'était juste pour le titre WBF que Bret avait. Là. Mais ils ont fait le match contre Shawn pareil aux États-Unis. Puis ils ont fait la belt intercontinentale de Bulldog à Shawn. Fait qu'ils ont fait tout ce qu'ils voulaient pareil, mais ça a pris une couple de mois de plus au lieu de le faire genre juste à SummerSlam. T'sais. Le match à Survivor Series entre Bret Hart et Shawn Michaels est meilleur que le Iron Man match. Là. Ouais, absolument, je suis d'accord avec ça. Vraiment, hein? Pour vrai. Ouais, pour vrai. Okay. Ouais. Fait que Alfredo. Ouais, j'allais pas le dire, là. Mais en même temps, c'est un match d'une heure, c'est pas la même affaire. Là. Un match comme sur Series 92, il n'y a pas de temps, il n'y a pas genre une heure plus de pin. C'est un match straight up, one-on-one, un premier pin gagne. Là. Fait que c'est pas le même genre de setup, de build-up que tu fais pour ça. Fait que, oui, l'Iron Match il est overrated à mon avis, là, pour ceux qui trouvent vraiment bon. Là. Mais ça reste un exploit pareil de lutter 1 heure de même et rendre ça intéressant comme ça. Là. C'est un exploit. Ouais. Malheureusement pour le Bulldog, pendant la prochaine année, ou la fin de l'année puis le début de l'autre année, il va aller du côté de la Eastern Championship Wrestling, dont le seul match qui a été noté vraiment, c'est qu'il a battu Jimmy Snuka dans son match de début à côté de la Eastern Championship Wrestling, donc en 92. Ça a dû être pas un super match. Ouais. Non. Sinon, du côté de Bulldog en 93, il va signer avec la World Championship Wrestling. Il va commencer à Super Brawl 3, le 21 février, en battant Wild Billy Urban. Donc, le Goon, exact, que j'ai en bonhomme. Tu l'avais acheté, ce bonhomme-là, toi? Non, je l'ai pas acheté, non. Je te blâme pas. J'ai pas autant d'argent que certaines personnes au podcast. C'est vrai qu'Alfredo, il est quand même. Il est à côté. Il est à côté. Il n'est pas beau gosse pour rien, comme ils disent. Non, il a tout dans la vie pour réussir, ce gars-là, c'est fou. Exact. Puis ça, il y a eu un. Tu te souviens-tu de ce tournoi-là, le All Japan Pro Wrestling Carnival Champion? Il y avait eu un genre de. Une affaire comme AEW fait à Star, là, il y avait un tournoi avec le Bulldog. Je pense qu'il fallait qu'il accumule des points pour gagner. Un peu, c'est exactement ce que Khan fait aujourd'hui, en fait. Khan, il fait ça de New Japan. C'est là qu'il a pogné son idée. C'est pas lui qui a inventé ça. Là. Parce que dans ce tournoi-là, tu avais, là, je regarde vite, tu avais Doug Furnace qui était là, tu avais Johnny Hayes qui était là, tu avais Kobashi, c'est malade, pareil, le Patriote était là, Stan Hansen, Steve Williams qui est Steve Austin, tu avais Terry Gordy, puis tu avais Kawanada. Steve Williams, c'est Dr. Death. Dr. Death, que j'ai dit Steve Austin. Son vrai nom à Assassin, c'est Steve Williams. C'est Steve Williams, mais ça, c'était Dr. Death, ouais, exact. Ouais. M'excuse, faut pas mettre. C'est Stephen Franklin Williams, donc Dr. Death, pour les intimes. Fait que, ouais, il y avait eu ce tournoi-là. Dans le fond, lui, il était à la All Japan Pro Wrestling et à la WCW en même temps. Donc, il pouvait faire les deux shows. Puis, il y avait un tournoi avec des points comme ça. Puis, il avait perdu contre Akirato dans le tournoi pour. Ça, c'est un seul nom, ça, Akirato? Ben, c'est Akirato. Ouais. Non, Akirato. OK. Puis il se couche. Désolé. Fait que c'est ça. Et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'après ça, quand il est revenu du Japon, il a formé une alliance avec Sting, et tu l'as montré un peu sur YouTube en ce moment aussi. Ça le team pareil. Ouais, puis pour vrai, je sais pas pourquoi, mais j'aime ce team-là, mais on va reparler d'un autre team tantôt là, qui a fait, là, puis que... Ouais, yes. Évidemment, toi, tu vas être content. Puis, il feudait dans ce temps-là, Sting puis Bulldog, il feudait contre Vader puis Sid Vicious. Fait que ça, hein, c'est... Chris, c'est 4 gros noms, là. Ouais, c'était contre les maîtres du Powerbomb, qui est le nom de Vader puis de Sid, parce qu'ils lui faisaient le Powerbomb. Fait que c'est ça leur nom d'équipe. Ouais. Et évidemment, éventuellement, ça va mener à un combat de championnat entre Vader, qui était champion, contre le British Bulldog à Slambury. Donc, un combat 1 contre 1. Puis, vous savez, la force de Vader, vous savez, l'intensité, l'agilité. Contre le British Bulldog, c'est un combat qui peut être intéressant. Je ne l'ai pas écouté, mais
c'est un combat qui me tétille. Je pense que je vais réécouter par la suite ça parce que je sais pas. J'aime Vader, Bulldog, je l'aime beaucoup aussi. Puis avec un style WCW, j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose de bon. Malheureusement pour British Bulldog, par contre, n'a pas réussi à battre Vader. Donc, fait que c'est ça. Mais il avait gagné par disqualification, par contre, à Slambury. Ok. Fait qu'il l'avait battu, mais la ceinture ne change pas de main dans ce temps-là. Le tag match, il avait gagné avec Sting contre eux autres, ouais. Oh, attends un petit peu, mon cher ami. Semble que oui, là. Je t'entends d'une oreille. Pas mal sûr que oui, là. Il avait gagné le match par équipe contre Sid. Oui, oui, il avait gagné parce que c'est ça qui l'avait propulsé après ça pour avoir son match de championnat contre Vader. Fait que, OK. Ce qui est logique dans le monde de la lutte, là, quand tu bats le champion, éventuellement, t'as un match pour. Fait qu'il avait battu Vader par disqualification, puis il y avait eu un autre match par la suite. Contre Vader dans un World Tour en Angleterre au mois d'octobre. Donc, fait que c'est ça. Puis il avait fait gagner Davey Boy Smith la ceinture, mais la décision avait été renversée. Puis finalement, Vader avait remporté le combat par la suite. Fait que c'était juste pour faire un genre de dusty finish, là, dans le fond, pour faire croire au monde de l'England que le Bulldog allait devenir champion là-bas. J'allais dire peut-être une opportunité ratée, mais non, je pense que Vader à l'époque, il était champion, puis c'était bien correct comme ça. Là, je veux dire, Bulldog, c'était juste un gros nom. Un moyen nom, dans le fond, qui pouvait affronter Vader. C'était un bon contender pour lui. C'était un gars musclé, puis ça faisait un gars à battre sur sa liste. On va dire ça comme ça. Et, évidemment, la WCW a releasé Davey Boy Smith en décembre, puis son dernier combat, ça a été à Battle Bowl le 20 novembre. Puis il avait teamé avec Cole pour affronter. Il avait perdu contre les World Warriors. Contre World Warrior Hawk et Rip Rogers dans un tournoi par équipe. Là, c'était le Little Lottery, là, dans le fond. Ouais. Cole, c'était pas Booker T, genre? Hein? Cole, c'était pas Booker T, genre? Parce qu'il y avait c'était le nom de Booker T. Kane et Cole, c'était le meet avant, c'était leur nom. Ouais. OK. Est-ce que t'es bon? J'espère. C'était pas Adam Cole, c'était pas Adam Cole, puis c'était pas Michael Cole non plus. Non, vraiment pas. Non. Michael Cole, ça aurait été écœurant. C'était pas Stone Cold, Steve Austin aussi. Hey, t'es comique, toi, hein, quand tu veux. Merci. Puis la raison pourquoi il avait été releasé de la WCW, c'est qu'il y avait une altercation dans un bar là, avec un individu, puis apparemment que le gars il faisait des avances à sa femme dans un bar, puis Bulldog a sauté dessus, puis ils se sont battus. Fait que, calme-toi, Claude Poirier, là, l'individu. Mais non, ben, je le connais pas. Mais... je prends des mots, j'essaie qu'ils me comprennent, Stan. Ouais, l'individu. Ben, il y a un match avant qu'il parte aussi. Halloween Havoc 93 contre William Regal dans un match dans le midget de 15 minutes. Ouais, je l'ai pas mis, mais oui, c'est vrai, j'aurais pu le mentionner, oui. Puis, on fait un Halloween Havoc par année, là, nous autres, au podcast, au mois d'octobre. Fait que c'est ça. Quoi? Ben, il y a des fortes chances que ce soit celui-là. T'es sûr de ça? Ouais. Sûr de ça. Parce qu'il y a une bonne carte. La carte est bonne. Puis moi, je choisis des bons choix. Moi, je choisis des bons choix, puis pas des Golden Hell puis des shit de même. Là. Tu veux-tu qu'on parle tout de suite du Tag Team WCW ou tu veux qu'on attende plus tard? T'as le WCW? Ben, on a parlé. Le Tag Team, le Bulldog. Ben, ça, c'était le WWF, ce Tag Team-là, c'est pas le WCW. Pas le WCW. Ah, ok, on va attendre parce qu'il va revenir. Ouais. On va dire en ordre. Non, on va dire en ordre, c'est correct. Tu veux que j'y en ordre? Ok, parfait. Ouais. Il va retourner en Angleterre en 94. Donc, fait qu'il va faire une coupe de match là-bas. Puis sinon, rien pour écrire à sa mère de ce côté-là. Fait que, évidemment, moi, j'y écris jamais, fait que je commencerai pas aujourd'hui. Et il va retourner du côté de la World Wrestling Federation en 94, donc où il va passer une couple d'années. Et évidemment, on va le voir à SummerSlam 94 dans le cage match Owen contre Brett, la grosse cage bleue, où Davey Boy Smith va être dans la foule avec Diana. Puis évidemment, c'est la rivalité avec... à la fin, il est au complet, là. Hein?
La famille Hart au complet, pas juste La Diana. famille, ouais, c'est ça, la famille Hart au complet était là. Puis, man, pour vrai, là. Le bout où c'est pas Bruce qui l'attaque, c'est-tu Bruce qui l'attaque? Non, c'est l'autre, là. Night Hart. Ouais, il est comme ça derrière. Puis... Yeah! Ah ouais, il préparait pour sa shot, hein, oui, c'est correct. Puis il avait pogné Diana aussi. Il y a pas juste Bulldog qui avait fait le bump, il y avait Diana aussi. Puis Brett puis Owen était en tabarnak parce qu'il avait dit de pas le faire, puis elle a fait pareil. Il était vraiment en crise contre le Bulldog. Puis c'est drôle parce que je me souviens, tu sais, j'ai une pensée pour mon oncle Alain, là, parce que j'ai écouté ce pay-per-view-là chez eux dans le temps. Là. Puis je me souviens qu'à cette époque-là, tu sais, c'est en 94, fait que le match pour Wembley Stadium, je l'avais pas vu, là, tu sais, Ouais. À ce moment-là, comme kid, j'avais pas commencé à écouter la lutte, puis je savais pas c'était qui Bulldog, puis tu sais, après, j'ai fait comme, ben, c'est... Dans ma tête, c'était juste un gars qui commençait, puis tu sais, mon oncle, il me parlait pas tant de l'histoire que ça, tu sais, il était très large, là, c'est un fan de lutte, mais c'est pas un fan de lutte, genre, comme nous autres, le Catchy, qui va connaître les histoires. Il le regardait quand ça passait, mais il était pas genre à faire des recherches pour voir qui a battu qui pour telle affaire. Ouais. Ben, il louait quand même les pay-per-view, là. Fait que, tu sais, je veux dire, mais bon. J'ai jamais demandé comment comment il a suivi ça, parce que c'était random de temps en temps. Il louait un pay-per-view, puis j'étais comme, OK. Ben, puis il m'invitait. Ben, Bref. Tu sais, à l'âge que tu penses pas vraiment à te poser des questions de même. Là, fait que... Non, c'est ça. T'écoutes ça, puis si t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, tu passes à autre chose. Fait que c'est un pay-per-view qui m'a vraiment marqué à cause de, tu sais, je me souviens de où j'étais, chez eux, puis le Bulldog se fait attaquer, après ça, c'est qui ce gars-là, après ça, quand tout le monde essaie de monter dans la cage, man, c'est magique comme... Puis pour vrai, là, c'est tout ce qui entoure la famille Hart et leur histoire dans le WWF, là. On parle beaucoup de la Bloodline moderne, là, de la Bloodline aujourd'hui. C'est sûr que les histoires n'étaient pas tight comme aujourd'hui, puis que c'était pas autant scripté. Ben oui, c'était scripté, mais c'était pas à la virgule près tout le temps. Mais tabarouette, man. Les Hart, là. Ah oui. Fuck, man. Puis là, je parle pas juste de Brett, là, je parle de tout le monde. Là, t'sais. Quand tu rattaches les fils de tout le monde. Là. Brett contre Owen, ça reste une meilleure rivalité ever à WWF, là. Même après toutes ces années. Là, c'est facilement dans le top 20 des rivalités ever. Là. Ah, plus haut que ça. Là. Top 15. Top 10 facile. Ben, pour moi. Ah, ouais, pour toi peut-être, mais moi je parle objectivement, je parle pas de mes goûts à moi, là, je parle... Ouais, mais là, il y en a que j'ai pas vu aussi, là, tu sais. Il y en a que je connais pas, là, tu sais, c'est ça. Mais mainstream, c'est facilement top 20, top 15, facilement. Ouais. Tu sais, les Bruno Sammartino contre... Larry Zbyszko. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Oui, je le sais que ça existe, mais je l'ai pas vécu, fait que tu sais, c'est dur d'aller revoir ça, puis faut que tu le vois, faut que tu le vives aussi, je pense, pour avoir une affection particulière pour la rivalité. Non, c'est sûr, ouais. Donc, évidemment. Et, dans le fond, Survivor Series va avoir un autre 10-man tag. Ça va être un match... ben, il va y avoir des tag team matchs avant. Là, contre... Davey Boy Smith puis Brett vont se battre contre Neidhart puis Owen Hart dans une coupe de combats par équipe. Qui est quand même logique. Puis c'est pas des matchs nécessairement qu'on se souvient, mais c'est des matchs qui étaient là, qui existaient. Puis que je suis sûr que si on se mettait à regarder des Raw, c'était des très bons matchs, très bien workés. Pas mal certain de ça. Là. Mais bon, maintenant, on peut pas tous les faire. Et au Survivor Series Elimination Match, là, je vais te nommer ses partenaires. Il y avait Razor Ramon, 1-2-3 Kid et les Edge Shrinker qui ont fait face à Shawn Michaels, Diesel, Owen Hart et... C'est qui le dernier? Double J, Jeff Jarrett. Puis avant qu'on continue... Avant qu'on continue le podcast, oui, j'ai nommé un nom que le monde connaît peut-être pas, là. Fait que je vais être gentil, me dire comment qu'on appelle son nom, Jeff Jarrett, là. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Très bon. Voilà. Très bon. Et il y avait Jim Neidhart aussi. Puis, dans le fond, Davey Boy Smith, Bulldog, ça a fait count out dans ce combat-là pour se faire éliminer du Survivor Series match. Donc, c'est ça.
Sinon, ben, il a été beaucoup impliqué aussi dans la rivalité avec Owen Brett, avec Backlund aussi dans son combat de championnat contre Bret Hart, évidemment. Et ce qui est arrivé après, c'est que, évidemment, c'est un gros moment pour le British Bulldog. Ça va se passer en 95, du côté du Royal Rumble, qui était le deuxième entrée dans le Rumble. Shawn Michaels était le premier. Donc, Royal Rumble match. Un Royal Rumble. Je dirais pas historique, mais oui, quand même, parce que Oui, c'est historique, souvent. oui, dans ce sens-là. Là. Ouais, mais ouais. Tu parles souvent des clips qu'on voit tout le temps dans les vidéos, là, mais le clip de Bulldog qui se fait éliminer par Shawn Michaels quand il pensait qu'il avait gagné puis qu'il tombe en bas. Là. Puis le bump, il est quand même solide, le bump qu'il prend, là, pour vrai. Là. Oui, il avait pas peur de prendre de bump, le Bulldog, dans son prime. Là. Il était une machine à bumper pour justement sa grosseur, sa grandeur. Sa grandeur. Il était pas grand, mais il était trapu, il était gros, il était musclé. Il prenait des beaux bumps là, pour un gars de cette envergure-là, là, pour elle. Ouais. Puis ça, mettons, jusqu'à 2000. Je pourrais pas te dire quand, j'essaie de me remettre les Rumble. Mais tu sais, cette fin-là, puis la fin avec Luger puis Bret Hart, pour moi, c'est probablement deux des meilleures fins de Royal Rumble ever. Là. Ouais. J'essaie de voir qu'est-ce qui peut topper ça. Taker Sean en 2007, là, quand ça a duré genre quasiment 7 minutes avant qu'ils se fassent éliminer à la fin, là, les deux derniers. Là. Oui, mais je trouve que la fin est pas aussi marquante. Là. Je suis pas d'accord là-dessus, mais. Ah ouais, pour vrai? C'est fort en crise, c'est vraiment fort pour vrai. Là. Il y a ça. C'est un moment qu'on voit jamais des recaps, rien. On parle pas de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Là. Ça dépend qui. Sinon, peut-être Cena quand il revient, là, le numéro 30, puis les Triple H à la fin, peut-être. Là. Ouais, mais tu sais, je parle vraiment des dernières éliminations. Je parle de la dernière. Tu sais, pour moi, tu as ces deux Rumble-là. Tu as Triple H quand il revient puis qu'il élimine Angle parce que c'est une grosse blessure et que c'est mémorable. Savage puis Yoko en 93. Ouais, pas pour les mêmes raisons, là, mais. Non, mais ça reste ça pareil. Encore là, même Sid avec Hogan puis Flair en 92, là, quand Hogan tire la main de. Ça, c'en a un autre. Ouais. Il y en a plein. Faudrait faire un moment donné ranker les Rumble matchs ou les fins ou whatever, les gagnants, que genre ce style-là. Mais tu sais, moi, c'est vraiment le moment de la fin qui fait que. Tu sais, Bulldog, ce Rumble-là, puis le Luger puis Brett, c'était complètement fou, là, tu sais, moi, je trouve que c'est... Pour moi, c'est les deux meilleures fins de Rumble, là. Plus excitantes, peut-être. Mais bon, comme tu dis, il y en a eu, tu sais, peut-être top of my head, il y en a peut-être que j'oublie vite, là, mais... fait que c'est ça. Et, malheureusement pour le British Bulldog, ce ne sera pas lui qui va aller à WrestleMania. Et... ce qui est plate pour lui, c'est que la suite est moins glorieuse, mais... Non, pas en tout ça. C'est pas vrai, ça. Il va former une équipe avec nul autre que Lex Luger. Yes! L'alliance puissante. Puis... on voit sur YouTube la photo. C'est weird. On dirait que, tu sais, la photo sur le côté avec les deux qui montrent leur biceps. On dirait que la tête de Lex Luger est genre... C'est vrai. On dirait que c'est pas son corps, puis il a mis sa tête par-dessus. Genre, c'est random en Chris. On dirait qu'elle est croppée, ouais. Ouais, c'est fucking weird, mais elle l'est pas en plus, c'est ça le pire. Je sais pas comment, là, mais... Check Bulldog, il a l'air super gonflé aussi dans son autre pose. Il a pas l'air... Il a l'air à garder l'air, genre. Ouais. Mais tu sais, tantôt, on parlait de ce tag team-là. Je vais leur montrer pour ceux qui sont sur YouTube, là. Je te trouve dans 2 secondes, ouais. On parlait de ce team-là, mais c'est pas mal la même style d'affaires que ça, là. Ouais, mais j'aime... Le même principe, en plus, c'est les grands chums, Luger et Sting, en plus. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que... c'était qui j'ai parlé de... C'était Sting que j'ai parlé de Luger? Non, le dernier podcast, on a parlé de Luger qui... Avec Simmons. Avec Simmons, ouais, c'est ça qu'il avait rencontré. Fait que Luger, il est partout, c'est un site. Ça va pas recommencer à être dans mon actualité, là, Carlis. Flexi. Mais tu regardes ça, par contre, mettons, tu prends Bulldog Prime, puis Lex Express Luger, puis t'es mis ensemble, puis que tu run with it pendant un bout.
c'est quand même un team intéressant pour... C'est une bonne tag team tout cool. Même là, c'est une bonne tag team. C'est juste que il n'y avait pas vraiment de plan pour eux de gagner des belts. Fait qu'ils étaient genre pour rounder les numbers. Puis ça, c'était dans le temps qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ni l'un ni l'autre. Puis pourtant, c'est le genre de tag team de Vince, ça, me semble. Là, de... Ouais, absolument. Ouais. C'est dommage quand même que... je sais pas. En même temps, Luger est parti pas longtemps après ça. Fait que c'est sûr que c'est plus dur dans ce temps-là. Mais... ils ont quand même eu le temps d'avoir une belle victoire à WrestleMania. WrestleMania 11. Ouais, WrestleMania 11. Où ils ont battu les Blue Brothers. Skull P8 Ball. Tabarnak. À WrestleMania 11. C'était un pay-per-view qui nous a arraché, celle-là. C'était l'opener en plus. Parce que qui dit opener dit... qui dit opener dit les Blues Brothers. Ben oui, évidemment, tu mets le monde dedans. Là. Ouais, c'est ça. Là. Et ils ont fait remporter. Ils ont quand même un combat de championnat par la suite à Inner House 2, où ils sont arrivés près de remporter les titres, mais ont perdu contre Owen Hart et Yokozuna, qui étaient champions par équipe. Une des équipes que tu mets pas sur ta bingo card à l'époque, puis que tu fais comme oh wow, ok, parfait. C'est intéressant comme équipe, ça a quand même bien. Donné un très bon résultat. Owen et Yoko, c'est une bonne tag team. Là. Deux de mes lutteurs préférés ever, honnêtement. Ouais. C'est des lutteurs que j'affectionne. Et après ça, comme si tu passes. Oui, que je collectionne aussi, ouais. Mais Owen Hart, j'ai pas. Pas tant, hein? Mais il n'a pas sorti autant qu'on pense d'Owen Hart, évidemment, parce qu'il est décédé en 99. Là. Mais pour vrai, il y a bien du stock avant aussi, là, mais pour vrai, Owen Hart, à cause de cet accident-là, il y a moins d'affaires même sur le marché pour lui, là. En tout cas, à mon avis. Là. Je me souviens pas si j'avais acheté. Non, je pense que je ne l'ai pas, celui d'AEW qui avait sorti. Non, je pense pas. Mais là, il va en sortir un. Je ne sais pas quelle compagnie qui le sort, là. Mais il sort les petits Owen Hart de King of Hearts. Là, c'est Major Pod, je pense, non? Ou Breeze. Je pense pas que c'est Major Pod. Je pense que c'est Major. Ben, pas Major quelque chose, parce que ça serait Major Pod. Là. Ouais. Mais pour vrai, je check pour vrai. Je vais checker pendant que. Ouais. OK. D'ailleurs, Major Pod qui a annoncé une association avec AEW pour des bonhommes prochainement. Fait que ça va être intéressant aussi. Il était à Starcast, ils ont interviewé Sting aussi, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Cardona puis Sterling. Pas Myers, c'était pas là, mais il y avait Cardona puis Mark Sterling qui étaient là pour interviewer Sting. D'ailleurs, ça, par contre, du côté d'AEW, quand on va y aller à Toronto, là, je pense que Cardona va être là dans ce week-end-là, évidemment, parce qu'il va sûrement avoir d'autres choses. Là, mais s'il y a sa merch, vu que c'est en Canadien en plus, là, je vais peut-être. C'est ça, c'est Wrestling Heels and Faces qui vont faire le. Ah, ok. Ouais. Ceux qui avaient fait avec. Ceux qui avaient fait avec le sang, là, je pense, à un moment donné, les figurines. Là. Ouais, c'est Zombie, c'est leur toy. C'est une minute. OK. Ils étaient là, eux autres. Ceux-là, ils citent là, comme ça, là, Heels and Faces, de même. Ils étaient là quand on était à la Philadelphie, tu t'en souviens? Oh, oui, il y avait leur stand comme eux autres. Il y avait leur stand, ouais. J'avais pogné la petite feuille qu'il y avait avec eux autres. Là. Mais c'est ça, c'est eux autres qui font le So One Hard là, puis pour vrai, là, il est fucking sick. Ouais. Je vais le mettre, pendant que tu parles du Buddha, je vais le mettre, je vais trouver la photo. Ok, parfait. Et, évidemment, après, malheureusement, leurs tag team titles qui n'ont pas réussi à remporter, leur prochaine rivalité a été contre Men on a Mission au mois d'août. Donc, puis il était supposé d'affronter Men on a Mission, mais Lex Luger ne s'avait pas présenté dans le combat Kayfabe. Puis Smith avait trouvé un remplacement. Il avait pris Diesel, le champion de WWF à l'époque. Donc, c'est ça. Puis après ça, Davey Boy Smith avait attaqué Diesel pendant le combat, puis il avait turné heel pour la première fois de sa carrière à la WWF, puis il avait aidé, en fond, Men on a Mission à battre Diesel, puis ça avait aligné avec Jim Cornette Stable avec Owen Hart puis Yokozuna, puis qui avait été leur adversaire justement quelques temps avant pour le combat de championnat par équipe. Donc, évidemment, le Camp Cornette et évidemment son équipe avec Owen Hart, qui fait du sens que dans la famille Hart. Fait que ça, c'est en 95. Donc, intéressant de voir ça. Puis
Puis à In Your House 4, évidemment, pour faire suivre à ce qui vient de se passer avant. Il va avoir une autre chance au titre, le British Bulldog, où il va affronter Diesel à In Your House 4, comme je l'ai dit. C'est à Winnipeg, donc en sol canadien. Puis il va gagner par disqualification parce que Bret Hart avait interféré dans le combat pour attaquer Diesel. On sait qu'après ça, c'était la rivalité Diesel contre Bret Hart. Donc, quand même intéressant. Il y a quand même... Vas-y. Ouais, le pire, c'est que j'ai regardé ce show-là il y a une couple de semaines, In Your House, celui-là, le 4. Là. Ouais, je l'ai regardé Nowhere, je voulais regarder un In Your House pour me coucher, puis j'ai mis celui-là, puis j'ai vu ce match-là. C'était pas un très bon match, mettons. Ouais, mais tu sais, en même temps, ouais, c'est ça. C'est Diesel, il reste quand même... Diesel, il fallait quand même que tu aies le bon adversaire pour te battre contre lui. Là. Non, c'est sûr. Pour worker. Mais tu sais, tu regardes ça, combat de championnat contre Diesel, des combats de championnat contre Shawn Michaels, contre Bret, contre Vader. Il y a eu des bons... tu sais, les matchs de championnat qu'il y a eu, les gros marquee matchs qu'il y a eu, c'était des matchs crissement intéressants. Puis que tu regardes ça dans une carrière après, puis... Wow, hein? Pour vrai? Le pire, c'est là, on rentre dans le Bulldog là, où il y a des talons shots quasiment à tous les mois là, au pay-per-view. Là. C'est insane. Là. Ouais, exact. Et oh, t'es revenu. T'as-tu trouvé l'information? Ouais. Tu veux-tu dire quelque chose? Vas-y, je te laisse le... Ah oui, c'est ça. Fucking beau, man, pour vrai. Là. Ouais, man, ça, je le veux, pour vrai. Il est fucking nice. C'est sûr que je vais l'acheter moi aussi. OK, il sort là, pre-order, c'est... OK. Fait que là, si je commande tout de suite, je vais l'avoir dans 7 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut que tu utilises le fine print, je te l'ai dit, là. Toujours pas eu, d'ailleurs, mon... Ben non, il sort en octobre, je te l'ai dit. Non, tu m'as dit juillet, septembre-octobre. Non. Septembre-octobre, il me semble que je t'avais dit. Le quarter 3, c'est... On regardera hors d'onde tantôt. Ouais. Non? OK. Fait que je suis rendu, ouais. Fait qu'après ça, il va y avoir un wild card 8-man elimination match. Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là. Ouais, ben wild card elimination match, c'est le Survivor Series, là. Survivor Series, ouais. Exact. Ouais, c'est Bulldog avec Sid, Sean puis Ahmed. Puis l'autre bord, c'est Yoko, Razor, Owen puis Dean Douglas. C'est fatigant, man. C'est incroyable. C'est fucking incroyable. Mais là, c'est mes années que je connais le plus, si je te dis. Qui a gagné le match? C'est l'équipe de Sean. Dans le fond, il y avait 3 survivants. C'était Ahmed, Sean et Bulldog. Et quand tu parlais de Bulldog qui avait des opportunités, à In Your House 5, il va affronter Bret Hart pour le titre WWF. Il y a un title shot. Il y avait un title shot à Survivor Series In Your House 4. C'est In Your House 5. Je pense qu'après ça, il y a des title shots à In Your House 7, King of the Ring. Pour vrai, c'est full. Il y a plein de title shots. Ouais, exact. Fait que In Your House 5 contre Bret Hart, évidemment, qui n'a pas gagné le combat. Puis il y avait eu quelque chose dans le match, tu te souviens-tu? Il y a eu un incident dans ce match-là? Lequel, ça? De In Your House 5 entre Bret et Bulldog? Ben, Bret est saigné, là. Ouais. Mais il y avait eu... Non, mais ça avait fait jaser parce que WWF ne voulait pas de sang dans ce temps-là. Ouais. Puis, pas que ça avait fait engueuler, mais ça avait fait avertir Bulldog puis Bret Hart à ce moment-là de ne pas faire ça, de pas se rendre à saigner dans un match. Là. C'était pas Hardway, cette blessure-là? C'était Hardway. Ouais, c'était Hardway. Ouais. C'était pas un... Sauf que... C'est ça. C'est pas un blade job. En temps, Bret, il a fait le coup la dernière fois. Fait que c'est ça. C'est ça. Pas 2 fois, mon petit vlimeux. Exact. Ouais, non, finalement, c'est pas ça. Ouais. Royal Rumble, après ça, 96, évidemment, il a été très près de remporter le Rumble en 95 en finissant dans les 2 derniers. 96, ben, c'est la même chose. Il va finir dans le Final Four. Il va être éliminé une fois de plus, 2 années de suite, par Shawn Michaels. Fait que ça, c'est quand même fou. Michaels l'avait éliminé en 95 pour gagner le Rumble, puis dans le Final Four du 96, il l'élimine aussi. Donc, je pense que c'était voulu, là, pour qu'il fasse le callback. Ben oui. C'est sûr. Mais moi, quand même, c'est le fun de regarder ça des années plus tard, faire comme 2 ans de suite de faire ce truc-là, c'est quand même nice. Mm-hmm. Et tu parlais de In Your House, un autre gros match à In Your House 6 où il affrontait Yokozuna. Puis, dans le fond, il avait perdu contre Yokozuna par disqualification. Vader avait interféré dans ce combat-là pour intervenir. Fait que In Your House 4, 5, 6. Hein?
On l'a fait, celui-là, In Your House. 6? Avec Yoko puis Bulldog, on l'a fait, celui-là. C'est celui qui a Bret Hart contre Diesel dans la cage. Ouais. Ça fait Puis Sean l'année passée, hein, je pense. Il y a 2 ans, on l'a fait, celui-là, je pense. Ça passe peut-être même plus, peut-être 3 même. Ouais, peut-être même 3. Et, bien évidemment, tout ce branlement de combat va amener à un match à WrestleMania 12 entre Vader et Bulldog contre Owen Hart puis Yokozuna. Donc, ben, il y avait, non, c'est vrai, excuse, c'était. Il a teamé avec Vader puis Owen contre Yokozuna, Ahmed Johnson et Jake Roberts. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Parce que dans ça là, Cornette, il y avait kick out Yokozuna du groupe à cause qu'il y avait Vader. Là. C'est ça. Puis tu parlais de chance. Ben, en 96, Shawn Michaels est devenu champion de WWF en battant Bret Hart pour la toute première fois. Évidemment, le Boyhood Dream. Boyhood Dream has come true. C'est ça. Je l'ai vite. C'était pas vraiment bon. Et. For Shawn Michaels. Yeah! Il va y avoir une rivalité contre le British Bulldog. Puis apparemment que c'était supposé d'être une rivalité qui mette Diana dans la feud, dans le fond, là, qui l'accusait d'avoir frappé. Elle était dans le shoot pareil, mais plus la feud avançait, plus qu'il y avait des cold feet pour le faire avec Bulldog. Diana ne voulait pas, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça a été le main event justement de In Your House 8 Beware de Doug pour le championnat de WWF. Fait que tantôt, quand tu parlais de back-to-back-to-back. Ah ouais, pour vrai, il était main eventer dans ce temps-là. Là. C'était genre un des top heels qu'il y avait. Là. Ben, c'était le gars, un gars à battre. Là, mettons, c'est pour faire ton nom, si on veut. Là. On va dire ça comme ça. Ouais. Puis même là, je pense, je me rappelle, il y avait eu un title shot aussi. Il était avec Yokozuna contre Sean P. Diesel quand il était champion intercontinental. Puis c'était le match qui était genre toutes les belts en jeu. Là. Tag team, puis IC, puis il y avait un title shot dans ce temps-là aussi. Fait que il y a quasiment genre en un an, il y a quasiment genre 6 title shots pour la World en pay-per-view. C'est fou, là. Parce qu'à In Your House, il perd, mais il y a un rematch à King of the Ring aussi contre Shawn Michaels. Ben oui, avec M. Perfect aussi. Comme arbitre. Ouais, exact. Fait que ça, fait que ouais, c'est. On peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance en 95-97. Entre 95 et 97, il y a eu 2 belles années au Bulldog avec la WWF. Là. Ah ouais. Pour vrai, là. Tu sais, s'il avait gardé le stretch de 92 à 97, mettons, là, il y aurait eu une run quand même assez respectable là, avec la compagnie. Même si tu gagnes pas, quand tu as des matchs d'importance comme ça. Il l'a eu, ça run respectable, c'en est une, ça. Même s'il ne gagne pas à Bell, c'en est une. Oh ouais, mais un long stretch, mettons, tu sais, un 5 ans sans arrêter, là, mettons. Là. Ouais, peut-être. Tu sais, encore là, on s'en rappelle puis c'est bon. Là, c'est juste que c'est pas des matchs que le fan moyen va se rappeler parce qu'il n'y a pas eu de victoire importante ou qu'il n'y a pas eu de moment important, mais c'est quand même, somme toute, des bons matchs de championnat à des In Your House. Là, fait que, puis In Your House, c'était gros dans le temps. Là, c'était quelque chose d'important dans le giron quand même de la WWE. Fait que... C'était pas grandiose, mais c'était très diose. Mettons, tu as Saturday Night Main Event, c'était en bas. Ça se peut-tu? Ben, Saturday Night Main Event, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Là. Je dirais non, mais je parle d'importance des shows. Là. Ben, c'était en haut de Raw, puis après le Big Four, mais c'était avait sa place. Là. Bon, parfait. Fair enough. Après ça, évidemment, il va y avoir... ben là, c'est tout ce que... Avant d'aller à Team Canada, il y a eu, dans le fond, il va former un tag team avec Owen Hart, où ce que les deux vont remporter les championnats par équipe contre les Smoking Guns. Puis, ils vont avoir des défenses de titre quand même correctes. Là, durant cette run-là, ils vont affronter, évidemment, Furnace Lafont, Legion of Doom, Mankind Vader. Donc, je pense que cette run-là, en tant que tag team champion, tu te regardes des Bulldogs au début des années 80, les années 80 en fait, et tu regardes cette run-là avec Owen Hart, je pense qu'Owen Hart et Bulldog, après qu'Owen Hart n'ait pas gagné le titre WWF, je pense que c'était la suite logique dans le sens que, bon, ben, c'est 2 gars qui ont du talent, mais qui ne gagneront jamais probablement la Big One, mais ensemble, dans la même famille, fait que je trouvais que c'était legit pour mettre ces 2 gars-là en équipe, puis que ça faisait tout son sens. Là. Puis il y avait un match aussi à Raw, là. C'est pas mal un des main events de Raw que je me rappelle le plus bonheur dans ma vie. Là. C'était quand il avait défendu les belts contre Shawn puis Stone Cold.
Ça, c'était fucking bon comme match aussi, là. Vraiment bon. Ah oui. Attends, c'est où j'ai vu ça? C'est récemment que j'ai vu ça? En 97, dans le Duel King of the Ring 97 à peu près. Ouais, mais ça doit être un clip que j'ai vu là, pas longtemps là, sur quelque chose. Là, mais ouais, je me souviens, ce match-là, c'était bon en Christ. Là. Un esti de match. Là. Allez voir ça pour vrai. Répète le truc. Là. C'est à Raw, c'est Stone Cold Steve Austin puis Shawn Michaels contre Bulldog puis Owen pour les Tag Team Titles. Ouais. Je peux checker la date si tu veux, je vais donner la date. Moi, allez voir ça parce que, genre, quand on a parlé, là, pour vrai, là, c'est legit, c'est un des probablement des meilleurs matchs de Bulldog de sa carrière, pour vrai. Fait que, allez voir ça. Après ça, évidemment, la WWF va créer le titre européen. Et évidemment, British Bulldog va être le premier champion européen de l'histoire en remportant un tournoi pour remporter le titre. Il va même défaire son propre coéquipier, membre de la famille et co-champion tag team, Owen Hart. Donc, ça aussi, c'est une belle marque de confiance et d'affection de la WWF de donner le premier titre européen à Bulldog parce que je pense que aussi, avec tout ce qui s'est passé à Wembley, toute la popularité que Bulldog avait, tout ce qu'il en est, à chaque fois qu'il retournait là-bas, évidemment, c'est une figure importante. Fait que le fait de se donner à Bell, je pense que ça a donné des yeux aussi du côté de l'Europe sur la WWF et surtout sur le Bulldog. Puis en même temps, c'est un titre secondaire, mais c'est un titre qu'il voulait pousser parce que c'est un nouveau titre. Fait que ça fait tout son sens. Le Bulldog remporte le titre. Puis moi, je l'aimais bien. Ceinture européenne, je trouve qu'elle a eu une bonne run à WWF. Puis que c'est une belle middle card belt. Là, fait que non, c'est très bien, je trouve. Il y a eu des bons matchs et des bonnes histoires entourant la ceinture européenne dans l'histoire. Ouais. Puis c'est le 5. Non, c'est le 26 mai 97 à Raw, le main event Shawn puis Austin contre les Bulldog puis Owen. Puis après le match, dans le fond, ce qui arrive, c'est que évidemment, ils gagnent les tag belts. Puis la Hart Foundation attaque Shawn. Puis Austin, au lieu de sauver Shawn, il y a Brett qui est tout seul sur la rampe. Fait qu'il va péter Brett à la place. Fait que... Oui! Ouais. Oui, ben, OK, c'est parce que ça, on en a parlé. On en a parlé dans la biographie de Brett, je pense, hein? Ben là, biographie de Brett, ça fait 1 an qu'on l'a fait. 2 ans même. C'était où? Ah, man. Janvier 2023 qu'on l'a fait, sa biographie à Bret Hart. OK. Répète-moi la date, je vais l'écrire. Non, plus que ça. Le Raw, tu parles? Ouais. Le Raw, c'est le 26 mai 97. Ben, je vais aller chercher sur Netflix après, puis je vais le mettre dans mes... Ça, c'est si est sur Netflix. Je pense que les Raw sur Netflix. Non? Mais non, il en manque quasiment le 3/4 des Raw de l'histoire. Là. Ah, fuck. Tous les PPV sont là, mais les shows télévisés, t'en as pas. Là. L'année 97 va marquer une grosse année pour la famille Hart qui vont se réunir, la vraie Hart Foundation. Tantôt, t'en parlais avec Jimmy Hart et toute la famille qui était considérée comme la Hart Foundation. Mais là, c'est la vraie Hart Foundation, évidemment, avec Bret Hart, Bulldog, Owen Hart, Jim Neidhart et Brian Pillman. Une Hill Faction qui va se battre contre un Stone Cold Steve Austin Red Hot qui va représenter plus le côté américain et eux vont représenter le côté canadien. Puis je me souviens, j'ai tout le temps ce souvenir-là de mon oncle Saint-Jacques qui était venu la seule fois qu'il est venu au podcast puis qu'il avait parlé de Bret Hill puis de ces années-là. Puis forcé d'admettre qu'avec le recul, tabarouette que c'était nice. Il était hot en Hill, les autres, là, honnêtement. Puis Bret comme leader en Hill. Parce que Bret, j'ai toujours trouvé que il avait toujours une attitude de Hill ou de. Tu sais, il était comme un peu plus. Il est sûr de lui, cocky un peu. Ouais, c'est ça. Fait que là, on dirait qu'il pouvait se lâcher 100% puis être quasiment lui-même. Là. Fait que le fait qu'il soit. Puis il était agressif dans son style de lutteur aussi. Fait que ça marche aussi avec un heel. Fait que non, la Hart Foundation, c'était écœurant, là, pour vrai. Ça avait aucun sens. Owen, puis d'ailleurs, tu parlais de Austin tantôt, mais Owen puis Bulldog avaient perdu les ceintures, je me trompe pas, contre Austin puis Shawn Michaels, non? Le Tag Team Titles? Yeah. C'est ça, je parlais plus tantôt. Ah, t'as-tu dit ça tantôt pour vrai? Ben, le match du 26 mai 97, c'est ça, quand ils ont gagné Tag Belt. Ah, c'est ça, ok. Ok, excuse. Et tabarouette. Je n'ai perdu.
Tabarnak. Tu te souviens-tu après ça, qu'est-ce qui est arrivé avec les ceintures? Après ça, je pense que c'est Sean qui s'était blessé ou je sais pas trop, puis c'est là qu'ils ont mis la l'angle avec Dude Love puis Austin. Ouais. T'es bon. Bulldog, le champion européen, lui va il va avoir un gros pay-per-view qui va s'appeler One Night Only du côté c'était à Birmingham, England, dans le fond. Birmingham? C'est-tu Birmingham? Attends, le Neck Arena, Birmingham, England. Tabarouette. Ça a tout pris. On dirait que je viens de faire un ACV en même temps que je disais ça. Fait que, évidemment, dans le main event de ce show-là, il y avait Bret Hart contre Undertaker pour le WWF Championship. Et évidemment, il y avait Shawn Michaels qui a remporté la ceinture du British Bulldog, le European Title. Puis là, je te vois que tu fais signe non de la tête. Pourquoi tu... Ben, de un, c'est ça qui joue en arrière de moi. Je savais que j'ai mis One Night Only en arrière de moi pour pour vrai? ce show-là. Ah ouais, je le savais. Puis non, ben, je sais pas si t'en avais dans tes notes, là. Sean a gagné, oui, mais pour ça. Il a convaincu Vince, là? Ouais, parce que c'est un assez de trou de cul, puis il voulait faire chier Brett, là. Ouais. Ben ouais, dis-le, explique. Ben, c'est ça. En fond, ce qui arrivait, c'est qu'au départ, c'est ça, c'était le Bulldog qui devait gagner le match. Puis il avait même dédié son combat à sa soeur qui était malade, gravement malade. Ouais. Puis c'est ça. Puis Sean, il avait manipulé backstage pour qu'il gagne la belt. Puis que, puis plus pour faire chier Brett, là, parce qu'il était. C'est dans le temps que là, Brett puis Sean, ils étaient vraiment genre à leur gorge. Là. Fait qu'il était pas. C'était pas genre moitié-moitié, genre des fois de temps en temps. Là. C'était vraiment genre, ils saisissaient les deux. Fait qu'il avait fait ça comme moyen de faire ça. Puis il avait convaincu Vince. Puis comme un vrai trou de cul, ben c'est ça. Ouais, puis il s'avait fait tuer en plus là, en Chris là-bas. Là, Ouais, mais il y avait de la hate, là, il lançait des vidanges, tout le kit. Là. Ouais. En plus, ce qui est vraiment calme là-dedans, c'est genre tout le long du match, il y a DX qui est là, puis il attaque Bulldog, mais la Hart Foundation n'est pas là, même s'il était dans le même show qu'eux autres, là, parce qu'il Vince, il avait dit de pas y aller. Là. Ouais, ben c'est parce que c'est Sean. C'est exactement ça qu'il voulait qu'il fasse. Puis il dit, on va retourner là pour le redonner à la belt, mais ils l'ont jamais fait, évidemment. Puis en fait, le spot à Rose que Sean et Triple H, ils font la comédie pour donner la belt à Triple H. Là. Puis, c'est ça, combat-là. Puis il l'a dit aussi souvent dans l'entrevue, j'ai entendu Brett le dire, puis d'autres mondes le dire, que c'est à ce moment-là que Bulldog a fait genre, fuck, je m'en calisse. Ah, pour vrai? Il avait mentally checked out là, de tout ça. Quand ils ont fait ce coup-là, il a fait, ben là. Il avait perdu la motivation, c'est ça que Brett avait dit souvent, là, puis que beaucoup de bon monde ont dit qu'ils connaissaient Bulldog à cette époque-là. Ça, il tentait pas de. Mais après qu'il ait dédié le match à sa soeur, puis qu'ils finalement ils font gagner Sean, puis sa soeur était là, première rangée pour le voir. Ça a tout coupé son goût de la lutte. Puis, avec raison, d'ailleurs. Avec raison. Il traitait ça comme une job à Star de faire ça parce qu'il aimait ça. Il disait, je me fais payer, fait que je vais le faire, mais il était plus dedans comme avant. Puis évidemment, ben, toute cette tension-là va mener évidemment à Survivor Series à Montréal avec tout ce qu'on connaît de l'événement avec Brett Pichon, le Screwjob. Il y avait quand même un combat aussi, là, ce soir-là, élimination pour Team Canada, là, avec évidemment Bulldog, Nyhard, Furnace et Lafont contre Team USA qui était Vader, Goldust, Mark Mero et Steve Blackman. Donc, quand même ordinaire, comme Team Canada contre Team USA, là, quand tu regardes ça. C'est pas très bon. Surtout que Team Canada, il y en a un qui était vraiment du Canada, là. Ouais. De Phil Lafont. Puis puis l'autre bord, ben, c'était un team bizarre un peu, là, mais quand même cool pareil comme team. Là. Mais c'est là qu'il avait commencé le genre Goldust, le heel turn, où il voulait pas rentrer dans le match parce qu'il était blessé supposément. Puis tout ce kit-là. Puis non, c'était pas très bon, mais en même temps, c'était correct. Puis Bulldog, il était le survivant du match, puis il y a eu quand même un gros pop. Là, fait que c'était cool pour lui. Là. Ouais, au moins ça lui a donné un petit bonbon. Là. On va dire ça comme ça. Puis tu savais-tu aussi que, tu sais, évidemment, Sean puis Brett, là, il y a la fameuse promo dans le ring, là, où Brett est là, puis Sean est sur le Titan Sean, puis il dit que Brett a eu beaucoup de Sunny Days, là, avec, pour impliquer comme quoi il était avec Sonny, puis tout. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que c'était pas... Oui, était avec quelqu'un de l'All Foundation, Sonny, dans ce temps-là, elle faisait des petites... Elle niaisait avec du monde, mais c'était pas Brett, c'était le Bulldog. Ah ouais? Ouais. C'est ça que il disait ça. Sean le savait, là, mais il était jaloux.
Fait qu'il a projeté ça sur Brett, mais c'était le Bulldog qui faisait de l'affaire avec Sonny. Hein. Fait qu'il avait trompé sa femme avec Sonny, Bulldog? Mm-hmm. En même temps. Dans ça là, il n'y avait pas de caméra pour montrer ça à l'écran géant comme quoi tu étais avec quelqu'un que tu devrais pas l'être puis t'es caché. Là. Ah, si, ouais. Parle-moi pas là-dessus. C'est que c'est partout. Ça prend... Hey, man, pour vrai, c'est incroyable. Il y a des beaux mimes où c'est quand même correct. Là. Ça va passer. Les mimes de lutte sont malades. Là. Ouais, ça va passer. Là. C'est comme le Actua. Là. Ça va passer un moment donné. Là. Dans une couple de semaines, on n'entendra plus parler. Là. Exact. Évidemment, tout ce qui entoure le Screwjob après, ben, Bret Hart est parti de la WWF. Neidhart l'avait suivi il avait suivi avec Bulldog aussi, qui avait pas longtemps après. Pas tout de suite après, là, par contre. Là. Non, parce qu'il a fait un angle avec DX à TV avant Jim Neidhart. C'est le Bulldog qui était parti. Ouais. Tout de suite, il avait suivi Bret. Fait que, puis Neidhart les rejoindre après à WCW. Donc, ça c'est cool, par contre. Là, je veux dire... Il a subi sa famille puis il est allé de l'autre côté. Fait que c'est intéressant. Son premier combat, dans le fond, sa première rivalité à WCW quand il a joint la promotion, c'était contre Stephen McMichaels. Fait que c'est ça. Puis après ça, il s'est retrouvé en équipe avec Jim Neidhart par la suite. Puis ils ont challengé pour les Tag Team Championship une couple de fois du côté de WCW, mais ils n'ont jamais vraiment remporté ils n'ont jamais remporté les championnats par équipe. Puis Bulldog s'est blessé après ça au genou en fin 98. Donc, la blessure avec la trapdoor là, dans le ring. Là. Ouais, exact. C'est ça que on parlait tantôt qu'avoir perdu contre Sean à Londres, c'est là qu'il avait mentally checked out. Mais c'est là que son corps a mentally checked out parce qu'il a tombé sur parce que c'était longtemps que le Warrior était à WCW. C'était Fall Brawl, ça, non? Ouais, puis il y avait une trapdoor en dessous du ring pour que le Warrior fasse son entrée puis tout. Là. Puis c'est ça, il avait pas averti le monde, je pense, ou quelque chose dans ce style-là. Puis Bulldog, il avait mangé un backdrop qui est tombé sur son genou. Puis c'est ça qui l'a comme scrappé pour le reste de sa carrière. Là. Il se battait contre Disco Inferno et Alex Wright ce soir-là, en équipe avec Neidhart. C'est malade. Sale match. Puis il est tombé 2 fois dessus, apparemment. Sur, ouais, ben le dos et le genou, je pense. Ouais. Wow. C'est ça qui est ça. Et il a été hospitalisé pour 6 mois après ça, pour récupérer. Puis, dans le fond, la WCW a terminé son contrat par la suite parce qu'il était plus apte à lutter et à retourner dans l'arène. Donc, c'est ça. Il a fait la bonne chose en suivant Brett. Là, fait que, ça rendu là, c'est bien correct. Il va retourner du côté de la World Wrestling Federation en 99. Donc, évidemment, durant l'Attitude Era. Puis, il va dans le fond, il va revenir avec son ancien costume au début. Je me trompe pas. Puis plus tard, il va y avoir une autre sorte de musique aussi qu'il disait. Là. Donc, il va commencer du côté de SmackDown. Puis, il va battre le Big Boss Man pour remporter le championnat Hardcore. On l'a surtout vu là, dans l'année qui était là, de WWF. Là, il se battait souvent pour le Hardcore match. Là, tu montres des photos sur YouTube avec contre X-Pac, entre autres. Il y a eu Big Show, Big Boss Man. Christian, évidemment. Puis, évidemment, la fameuse storyline avec le chien d'All Snow, là, c'était Pepper, je pense, c'est ça qu'il s'appelait? Ouais. Mm-hmm. Donc, l'histoire avec ça. Il avait sauvé. Ouais. C'est correct. Là. Il avait sauvé, puis il l'avait redonné à Osno, puis il avait donné la Hardcore aussi. Il avait gagné la belt contre le Bossman, puis Bulldog, il a donné la belt à Osno après, puis le chien. Fait que, un chien, un Bulldog qui aide un petit chien. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il a genre passé de ça, puis après ça, on parlait du Bulldog qui a eu des chances au titre de WWF, mais il y a quand même eu un genre de petite run pour chasser avec Triple H. Là. Il était, The Rock. Il y avait ça. Ben, ce qui est arrivé à la base, c'est qu'il y avait un match de Rock contre Triple H, puis c'était Bulldog l'arbitre spécial. Puis c'est là qu'il a frappé The Rock, puis il est tourné heel. C'est comme genre le henchman un peu de Triple H, là. Mais pas directement. Là. Bulldog avait son propre affaire qu'il faisait aussi, mais il était avec Triple H dans ce temps-là. Puis ça a donné un match, genre il y avait le match à Unforgiven, là, le Six Pack Challenge, il était dedans. Là.
avec Kane, Taker, non, Taker n'était pas là, c'était lui qui avait remplacé. C'était quoi? C'était Triple H, Mankind, Bulldog, Rock, Austin, c'était le guest referee, l'enforcer, ou je sais pas trop, là. Puis, c'est ça. The Rock, en tout cas. C'est ce monde-là. Big Show, je pense qu'il était dedans aussi. C'est ça? Mais, oui, c'est ça. Mais il y avait un programme contre The Rock là, qui est quand même intéressant à l'époque. Avec, puis moi, j'aimais pas trop Bulldog Jeans. Là. Honnêtement, ça me turnait off en Christ, là, pour vrai. Là. Ouais. On c'était genre... c'était version genre Attitude Era. Là. Bulldog était en jeans au lieu d'étant... C'est correct. Là. C'est pas le look préféré, mais s'il voulait faire différent de ce qu'il était avant. Là. Ouais. Puis c'est correct pour la Hardcore Division parce que ça fait du sens, mais pour un match contre Triple H, contre The Rock, puis tout, puis mais bon, c'est une autre époque, là, il était en fin de carrière aussi, fait que pas, c'est ça qui est arrivé. Puis peut-être la meilleure chose qui est arrivée de ce run-là, c'est son match contre X-Pac à Rebellion, là, pour, dans le fond, c'est ça, tu l'as montré tantôt sur X-Pac, ça? Ouais, contre X-Pac, là, à Rebellion. Puis ça, c'est quand même nice parce que il y a quand même eu des combats en Angleterre, dans son patelin, il y a quand même eu des beaux combats et des bonnes affaires. Là. Oui, il a perdu contre Sean, mais contre Brett, contre Sean, contre X-Pac, il y a eu des gros moments en sol européen. Puis ça, c'est quand même nice là, pour un gars de la place. Puis la WWF n'allait pas souvent à Londres, puis ils vont toujours pas aussi souvent parce que, évidemment, le décalage horaire, c'est tough faire un show là-bas. Là. Mais c'est quand même nice les moments qu'il y a eu. Tu regardes ça dans la biographie, puis il y a eu quand même des très beaux moments du côté de Londres, puis de l'Angleterre, puis tout ça. Mais il y a un moment, qui n'est pas dans le ring aussi, dans ces shows-là, en Londres ou whatever. Là. Tu sais, un moment donné, il était en tabarnak contre Vince puis Shane, ou je sais pas trop, puis il est rentré dans le locker room, puis il était en tabarnak contre eux, puis il a pitché une poubelle, genre, il a pitché une poubelle dans le coin de la salle. Puis c'est là, il avait pogné Stéphanie, là. C'est ça qu'il a mis knock-out, puis qu'elle se rappelait plus c'était qui teste, puis ces affaires-là. C'est Bulldog qui avait fait ça à elle. Ah, c'est con, pareil, quand tu regardes ça, hein? Ouais. Mais tu sais, il rentre. Non, Stéphanie est dans la pièce quand il rentre, puis là, tu vois qu'elle s'en va plus loin dans la salle. Puis là, il lance sa poubelle, pour ça, il monte genre, oh, il a pogné Stéphanie. C'est ça qu'il a fait aussi. Comme j'ai dit, l'affaire qu'elle avait de l'amnésie, qu'elle se rappelait plus de rien. Là. C'est ça. C'est à cause du Bulldog. Fucking incroyable. Et là. Wow. Puis il y a pas aussi sur le Bulldog que j'ai pas dit tantôt. Bientôt, là, on a un spécial jeu vidéo qui s'en vient, là, c'est juste de WWF. Mais Bulldog, avec Brett, il avait été dans un jeu de la WWE et de WWF en même temps. Il était dans Warzone, puis il était dans Revenge aussi en même temps. Il était dans deux jeux back-à-back qui étaient dans deux compagnies différentes qui étaient dedans, lui puis Brett. Fait que, dans le temps du Screwjob, évidemment. Là, fait que non, c'est quand même cool. Chose qui se pourrait plus aujourd'hui, le bonhomme serait déjà enlevé. Là, ouais, sûrement, ouais. Probablement. Davey Boy Smith s'arrêtera pas là. Il va remporter un autre championnat européen, cette fois-ci contre D'Lo Brown, mon nouveau meilleur ami, du côté de SmackDown. Donc, D'Lo qui, évidemment, qui était une des faces aussi du championnat européen. Là, pour moi, quand on parle de championnat européen, pour moi, c'est D'Lo Brown. Là. C'est le premier nom qui me vient en tête. Là. Pour moi, c'est D'Lo, Bulldog puis Regal. C'est vraiment les trois qui me viennent en tête. Là. Ouais, exact. Bulldog, parce que c'était le premier aussi. Là. Évidemment, ça a quelque chose de spécial. Et il avait perdu le titre à Armageddon contre Ball Venus dans un triple threat match. C'est dans le temps qu'il il y avait des associés avec lui, le Bulldog, dans ce temps-là. Tu te souviens-tu? Attends, c'était pas Minute le passé? Ah ouais, c'est genre leur leader, mettons. Là. Ouais. Tu vois que tu commences à descendre dans ta carrière quand tu étais avec Minute le passé. Là. Mais bon. Ouais, mais en même temps, quand c'est Minute le passé puis ton leader, c'est le Bulldog, c'est bon pour eux autres, genre pour apprendre le métier ou whatever backstage. Là. Ça peut être bon aussi. Sinon, après ça, il a perdu l'Européen, comme j'ai dit tantôt, mais il a regagné du côté de Londres, encore une fois, un autre moment. C'est moins gracieux ce fois-là, mais contre Crash Holly a remporté le combat, le championnat Hardcore contre Crash Holly à Londres. Donc, Hardcore Championship match. Puis après ça, évidemment, Holly l'a repogné du côté des États-Unis par la suite pour. De toute façon, le titre Hardcore changeait de main quasiment en clignant des yeux. Ouais.
Fait que c'est ça. Par la suite, il y a eu son petit... il faisait beaucoup plus du Sunday Night Heat. Après ça, il descendait pas mal sa carte. Il y a eu son petite altercation avec Eddie Guerrero et Chyna. Ça, c'est une affaire que je me souvenais pas tant, honnêtement. On dirait que j'avais comme moi. J'avais effacé ça de ma mémoire, là, mais Chyna et Eddie Guerrero, ça avait-tu commencé à Heat, leur romance? Non, ça a commencé à Raw, là, comme n'importe quoi. Là. Okay. Ça a commencé le lendemain de WrestleMania 2000. Ah, OK. Elle était avec Jericho, puis elle avait screwé Jericho pour faire gagner la belt à Eddie, l'européenne, parce qu'elle avait fait le match la veille, là, avec les deux titles de Kurt Angle en jeu, européen puis intercontinental. Là. Puis Jericho avait gagné la européenne. OK. C'est soit le lendemain de WrestleMania 2000 ou la semaine d'après, un des deux. C'est sûr que je t'astine pas là-dessus. Sur une date, à moins d'être sûr à 100% puis d'avoir la date d'en face, je pourrais pas t'astiner. Sinon, ça a amené un combat entre les deux pour le titre européen. Eddie Guerrero aussi a été quand même présent dans le portrait européen, là, quand on parle des gens qui ont représenté cette ceinture-là. Là. Quand même intéressant. Fait que, mais par contre, les deux ont fini le match avec une double disqualification, donc ils n'ont pas eu de gagnant. Puis pas longtemps après, là, plus précisément le 15 mai 2000, Bulldog va partir. Il va pas partir de la WWE. Il va partir de la WWE. Dans le fond, ils vont le laisser partir, mais lui, il va prendre un break de la lutte, là, comme quoi que mentalement puis physiquement, ça allait plus. Là, fait que ça allait pas bien pour sa santé à cette époque-là. Donc, à la fin des années 2000. Après ça, évidemment, il a quand même eu le temps de faire un combat par équipe avec son fils Harry Smith, donc du côté du Manitoba en sol canadien. Puis à Top Rope Wrestling, ça, là, je lis mes notes parce que là, c'est pas quelque chose que je me souvenais vraiment. Puis, fait qu'il a réussi à teamer avec son gars 2 fois. Puis il y avait aussi, dans sa tête à lui, il avait considéré un autre run peut-être à WWF par la suite. Il voulait retourner. Malheureusement, avant de décéder le 18 mai 2002. Donc, à l'âge de 39 ans seulement. C'est quand je pense à ça, je vais avoir 39 ans. Là, fait que quand même... Ouais, mais là, il y a des bémols aussi. T'as pas t'as pas pris de drogue autant que lui, puis ça faire de même. Là. Hey, comment ça autant? J'ai jamais pris de drogue. C'est quoi cette affaire-là? Tabarouette. Fait que c'est ça, il va être victime d'une crise cardiaque pendant les fêtes, pendant une fête, puis il était à British Columbia dans ce temps-là. Fait que... Dans le Commonwealth, ça. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que c'est ça, il va mourir d'une crise cardiaque, puis évidemment, stéroïdes, les painkillers, tout ce qui entoure ça, sa blessure qu'on a parlé tantôt de CW aussi, c'est ça qui a commencé tout. Avant, il prenait de la drogue, mais il prenait pas vraiment... il prenait du HGH aussi sans faire la même, fait que c'est pas bon, là, mais c'est plus vraiment rendu à CW à ces blessures-là à Fall Brawl, c'est là que... Ouais, voilà. Ouais. Puis il y a eu deux services funéraires différents donc pour les familles respectives. Là, donc ça a été fait comme ça. Fait que British Bulldog, malheureusement, parti trop jeune. J'aurais pensé que son gars aurait peut-être fait une meilleure run dans le business. Tu sais, il est présent. Il est indie show. Tu sais, je veux dire, au Canada anglais, Canada anglais, il est présent puis tout, il fait des shows, il fait des trucs, mais parle anglais. J'aurais espéré peut-être avoir une meilleure run de lui, que ce soit WWF ou All Elite ou peu importe où, mais je sais qu'au Japon, il a fait quelques trucs, par contre, là, il a suivi un peu les steps de son père au Japon, mais c'est dur aussi de follower une carrière d'un père aussi populaire. C'est parce qu'à cette heure, il faut vraiment que tu sois spécial pour avoir ta place dans des affaires, dans des grosses compagnies. Dis, dans le temps, t'avais un look, t'avais un body, t'étais là, t'avais un spot. Là. J'avoue qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à part son corps. Là. Même Bulldog, le British Bulldog qu'on parle aujourd'hui, s'il serait aujourd'hui, là, il est pas si. Il est charismatique un peu, mais pas tant. Les promos sont pas si bonnes. Si mettons un Bulldog, tu mets dans cette époque qu'on est en ce moment, c'est peut-être comme des c'est peut-être la même affaire qui arriverait peut-être aussi. Là. Ouais, il se perdrait probablement dans la masse aussi. Là. Puis,
il était quand même chanceux aussi d'avoir Brett et tout ça. Là. Rentre dans la bonne famille. Ouais. La bonne famille aussi, parce que sans la famille, est-ce qu'il aurait été capable de faire sa place? C'est dur de y répondre. Il a fait des bonnes choses, mais tout seul, tu as raison, le charisme n'est pas là, pour Bulldog. Là, avec le body qu'il y avait à l'époque, tu avais un spot no matter what. Là, si tu lookais comme un lutteur ou un tough guy, tu avais une place dans la lutte. Là. Puis tu sais, faut pas oublier aussi sa run avec les British Bulldogs. Là, je pense que les British Bulldogs, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est une équipe qui a fait sa renommée et sa marque partout sur les territoires, puis au début aussi de WWF, puis ils ont été quand même une équipe iconique pour l'histoire de la lutte. Là. Ah oui, absolument. Fait que, non, moi, j'aime bien les découvrir, puis je vais en regarder des matchs de Dynamite Kid un petit peu plus. Je vais regarder des matchs de British Bulldog aussi. Le match de Raw aussi. Puis le match de Raw, ouais. Ça va être 2-3 matchs que je vais regarder. J'aime ça faire ça après, des fois avant, ça dépend toujours quand j'ai le temps. Mais, et sur YouTube, le match tag team que je t'ai parlé, fait que si Netflix l'a pas, tu vas pas écouter sur YouTube. Là. Ouais, ben à Star, on peut quasiment trouver tout à Star, fait que c'est ça qui est le fun. Ben oui, tout est disponible ou presque à Star. Fait que c'est ce qui en était de la biographie du British Bulldog, mais avant ça, évidemment, oui, c'est vrai, a été intronisé au temple de la renommée de la WWF récemment, en fait, très récemment, avec son gars. Pas longtemps, quoi, 3 ans peut-être? 3-4 ans? Ben, c'était pandémie, là. C'était pendant la pandémie, là, ouais. C'était pas au retour de la pandémie? Ouais, c'est le Hall of Fame après la pandémie, ouais, t'as raison. Genre 2022, genre? 23, j'ai pas regardé, j'aurais dû regarder, mais 2023, 2022, je pense, ouais, t'as raison. Non, même pas 23. Je pense que c'était 23. Bref, avec... OK. Oui. Non, never mind. 2021. OK, c'est ça. J'ai raison, pandémie, ici. Fait que, évidemment, intronisé par Mathilda. Non, c'est pas Mathilda. Mais, non. Il y avait Winston aussi plus tard. C'était Mathilda au début, puis après ça, c'était Winston, le nom de chien. Exact. Donc, c'était très émouvant. Moi, j'avais écouté le speech, j'avais bien aimé ça, puis évidemment... on est des fans de vieilles luttes, fait que quand des gars comme ça se font, ou des femmes comme ça se font introniser, ben on peut voir. Puis tu vois qu'il était fier de son gars de représenter son père, puis aussi comment il ressemble, ça n'a aucun crise de sens. Belle femme, Diana aussi. Ça fait quand même pas longtemps, puis elle ressemble encore à ça. Très belle femme, très bien vieillie. Donc, c'est ça. C'est ce qui en est de la biographie du British Bulldog, Davey Boy Smith. Donc, dites-nous ce que c'est ranké dans votre top. Es-tu dans le top 200? Es-tu dans le top 500? Es-tu plus loin? Es-tu plus proche? Plus proche, ça m'étonnerait, là, mais bon. Bref. Top 10, je pense pas. Mais... ouais. Bref. Fait que c'est ça, une autre biographie. Fait que la prochaine biographie, ben, ça va être pour le mois WCW, mon cher TJ. Hein? Oui. Puis, est-ce qu'on sait qui tout de suite? On peut le dire. J'ai pas le thumbnail parce que je n'étais pas prête. Là. Ouais. Mais c'est Diamond Dallas Page, la crasse, qu'on fait au mois de septembre. Yeah, bébé. Puis ça. Va être le fun. Officiellement, c'est-tu le dernier podcast? Peux-tu annoncer quelque chose de. Ah oui. Ben, on va annoncer les podcasts qui s'en viennent avant, puis tu vas pouvoir dire toi après ça. Là. Mais on commence avec ça. Mais je veux dire pareil. Ouais, SummerSlam 90, la chaleur revient. On peut repartir, c'est correct. Donc, rétro review de SummerSlam 90, ça va être bien intéressant, évidemment. SummerSlam, on est dans la SummerSlam season. Saturday Night's Main Event, Paul Orndorff versus Hulk Hogan dans la grosse cache bleue. J'adore la cache bleue. Je m'ennuie de ma cache bleue. Et, y a-t-il d'autres choses? Oui, les jeux vidéo WWF aussi. Donc, ça va être intéressant. La nostalgie pure et dure qui revient au podcast. Donc, écoutez ça. Ça va être bien intéressant. Je vous conseille peut-être sur YouTube. Il va peut-être avoir des images qui vont popper plus. Absolument. De jeux vidéo. Donc, c'est ça. Et, tu peux autre chose avant, non? Si tu veux. Okay. Non, c'est qu'est-ce qui reste pour le mois de août. Donc, pour SummerSlam 90, WWF, jeux rétro WWF et Saturday Night's Main Event, il y en a un autre? C'est juste ces trois-là? Il en reste 3 à date. OK, parfait. Fait que pour ces 3-là, TJ va être présent au podcast avec des nouveaux co-hosts. Donc, moi, je ne serai pas là pendant les prochaines semaines, mois. Ben, moi, quand je parle de mois, c'est un mois, c'est pas des mois.
En tout cas, j'espère pas. Puis, fait que ça, pour aller faire autre chose et bref, sans rentrer dans les détails. Et fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir des nouveaux co-hosts. Vous écoutez le podcast et ça va être toujours intéressant. Évidemment, on va toujours popper ses réseaux sociaux. Il va y avoir M. Alfredo qui va être là, TJ? Pas Non? confirmé encore, mais on travaille fort Ok. là-dessus parce que c'est le cachet, on s'entend pas sur le cachet, c'est ça le problème. Ouais, ok, parfait. Puis, c'est qui l'autre? On a-tu un nom? Kevin Brien! The Ah, Worst! oui! The Worst, qui va Oui, être c'est présent au officiel. podcast. Le monteur officiel dans 2 chaises de métal. Non, c'est pas vrai. On va pas y mettre ce spot-là sur le dos, il va me dire hey, toi, mon tabarnak. Alors, fait que c'est ça. Fait que manquez pas ça pour le reste du mois. Il reste 3 podcasts. Mais aussi, il reste là que la semaine passée, on a fait, Marco. SummerSlam 96, évidemment, Retro Review. Donc, excellent podcast, qu'on a des opinions différentes sur le show, mais un très bon podcast à l'écoute et au visuel. De notre part, je pense qu'il y a une très bonne performance. Donc, allez voir ça si vous êtes intéressés. Fait que c'est ça. That's all, hein, messieurs. C'est ça. Fait que merci, Marco. Merci, Très belle TJ. bio, Bulldog. C'était bien intéressant. Bien du fun à faire les bios. Surtout quand c'est du monde on connaît le 3/4 de sa carrière. Là, c'est plus facile. Ouais, genre, des fois, genre Ron Simmons, des fois, au début, c'était pas trop évident. Ou du monde de même. Là, genre Jerry Lawler qui a passé sa vie quasiment à Memphis. Là. Mais non, pour c'est le fun de vrai. découvrir ce qu'ils ont fait avant WWF, par Ah exemple. oui, absolument. Ben oui, c'est sûr, c'est toujours le fun. Mais la viande puis les patates, c'est ça, c'est vraiment WWF. Hey, laisse pas le pâté chinois, toi, là. Ah, il était bon hier. Alright, fait que merci d'avoir été là tout le monde. Merci Marco. Bien sûr, vas-y. Parfait, fait qu'on se voit prochainement pour d'autres podcasts, manquez-nous pas. Et bien sûr, n'oubliez pas. Allez, bah!